Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, insécurité, un fléau français. Et en seconde partie, guerre en Ukraine, bientôt la fin. Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est un avocat médiatique qui a fait ses armes audiovisuelles sur notre chaîne. Diplômé en droit fiscal et droit des affaires de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il est diplômé de l'école de formation professionnelle des barreaux de la Cour d'appel de Paris. Il est avocat au barreau de Paris et enseignant dans une faculté de droit à Paris. La droite, il est tombé dedans quand il était petit. Il appartient à cette jeune génération qui revendique l'appartenance à une droite décomplexée. Issu des rangs de l'UMP, sous la bannière de la droite populaire fondée par Mariani, il milite pour un rapprochement de la droite parlementaire et du Rassemblement national. En 2015, il déclenche une polémique, il est alors le responsable des jeunes de la droite populaire et participe à des fêtes mêlant des jeunes de droite et des patriotes du RN. Il est sommé par l'UMP de s'expliquer. L'Express titre « Réveillon FNUMP : Pierre Gentillet n'en est pas à son premier dérapage. Le Figaro parle de récidive lorsqu'il ose le 1er mai participer à une fête avec des jeunes du parti de Marine Le Pen. C'est le fondateur de la Cocarde étudiante, un syndicat à son image où il n'y a pas de Rubicon à droite. TVL a reconnu en premier ses qualités d'analyse. Martial Bill en fait l'un de ses sociétaires à Bistro Liberté. Pendant la crise du Covid, il pousse des coups de gueule contre le pass sanitaire sur Touche pas à mon poste. Il est maintenant un intervenant régulier sur CNews, mais aussi sur Sud Radio. Il a sa propre chaîne YouTube et son compte Twitter totalise 150 000 followers. C'est un homme qui compte dans le débat sur les libertés publiques ou les questions constitutionnelles. À Bistro Liberté, on est friand de son franc-parler. Ça tombe bien car il est notre invité spécial ce soir. Je vous demande d'accueillir Pierre Gentillet. Pierre. Bonsoir à tous, je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Bistro Liberté. Je tiens vraiment à remercier avant tout le public qui est ici présent. On peut l'applaudir bien fort. Et puis vous qui êtes toujours plus nombreux à vous suivre, à nous suivre, à vous suivre, parce que c'est aussi votre émission, donc c'est important de le dire. Alors que vous le savez, comme à chaque émission, nous sommes entourés de sociétaires. Alors comme on a fait un véritable carton pour la dernière émission de la saison précédente, c'était avec Pierre-Yves Rougeron, on s'est dit qu'on allait reprendre la même équipe de sociétaires. Donc je vais vous les présenter, mon cher Pierre Gentillet, que vous connaissez bien sûr, mais bon, je vais quand même les présenter à nouveau. Donc Stella Kamga, on peut l'applaudir. Stella, on est ravis de te retrouver. Le plaisir. On précise que tu es donc, tu as signé, tu es l'auteur donc d'un magnifique ouvrage qui s'appelle La France n'est plus la France, aux éditions du Verbe Haut, qu'on encourage évidemment tout le monde à se procurer. À tes côtés, Stella, c'est une nouvelle fois aussi qu'il apparaît dans cette émission, puisque la première était donc la précédente, c'est Romain Maréchal. On peut t'applaudir. Romain, sur lequel nous n'avons eu que des mots gentils suite à ta précédente intervention. Romain, tu es entrepreneur et mon petit doigt me dit qu'on va entendre beaucoup parler de toi dans les mois qui viennent. Tu nous en diras, j'espère, plus lorsque ce sera vraiment bien d'actualité. Et puis, écoutez, vous les connaissez, eux, ils se marrent déjà, je l'ai toujours pas présenté. Ils sont plus complices que jamais. C'est un peu notre Muppet Show. Voilà. Et tout d'abord, Mike Borowski, on peut l'applaudir. De Radio Courtoisie. Ça va, Mike ?
Très bien, impeccable. T'as passé un bel été, t'es bien bronzé. Hein. Mais pourtant, là où j'étais, il a fait que pleuvoir. Tiens. Il a plus de 2 mois. Voilà. Bon, en tout cas, nous, on s'est vu un petit peu le week-end dernier. Hein. C'était dans le Nord et il y avait une bonne ambiance. Chez les Patriotes, il y avait quand même 1500 personnes au congrès des Patriotes, c'est-à-dire, je pense, 20 fois plus que chez Valérie Pécresse. Et pourtant, je comprends pas, il n'y a pas eu la presse, il n'y a pas eu les médias, il n'y a pas eu BFM, il n'y a pas eu TF1. Mais il y a eu André Berkoff et toi, et une très belle table ronde sur la liberté d'expression. Et puis, le petit dernier, c'est mon acolyte, qui évidemment, sans lequel cette émission n'aurait sans doute pas son succès. Alors, on m'a beaucoup demandé de tes nouvelles, puisque, bon, on va pas dévoiler tout, mais ça n'allait pas très bien, donc j'espère que tu vas nous rassurer. C'est Greg Tabibian, de Je suis pas content TV. Donc, ça va mieux, hein, tu nous rassures, tu rassures donc tous ceux qui m'ont interpellé. Je reviens cette semaine. Bon, écoute, on est ravis de t'avoir avec nous. Donc Pierre Gentillet, on est ravis de te retrouver puisque, écoute, c'était, en effet, on l'a vu dans l'introduction, tu as un peu fait tous les postes à cette émission. Tu as été donc sociétaire, tu as été dans le public et tu as même été, m'a-t-on dit, présentateur d'un soir. Oui, l'espace d'un instant, effectivement, c'était en septembre 2018. Et à l'occasion de cet événement, j'avais remplacé Martial juste pour un débat, avec juste des jeunes sur le plateau. Je tiens à dire que c'est Martial qui a eu cette idée. Et oui, hein. Et on peut d'ailleurs applaudir aussi Martial Bild, que je remercierai jamais assez Donc oui, je connais le flambeau. toutes les perspectives de cette salle, de cette émission, à l'exception de celle-ci. Voilà. Et on a considéré cette fois que tu méritais plus que jamais cette place d'invité principal. Et puis, j'oubliais, pardon. Il faut aussi qu'on présente quelqu'un sans qui, évidemment, cette émission ne serait pas la même. Hein. C'est quelqu'un qui nous fait, vous le savez tous, des dessins en temps réel. C'est Ignace et c'est son anniversaire ce soir. Donc, très joyeux anniversaire, Ignace. Alors, cher Pierre, donc je le disais, tu passes de sociétaire à invité principal donc de cette émission. C'est donc aussi l'occasion pour ceux qui nous regardent d'en savoir un peu plus sur toi et de mieux te connaître. Alors déjà, ça te fait quoi d'être invité sur ce plateau où tu as fait tes débuts en tant que sociétaire ? Oula, ça fait très bizarre, ça fait extrêmement bizarre. C'est-à-dire que moi j'ai commencé, Martial me reprendra parce qu'il est dans le public, mais j'ai commencé en 2015. Donc ça veut dire que ça fait 8 ans que je connais ce plateau et j'ai fréquenté. C'est une chaîne importante pour toi, TVL ? Ah oui, c'est une chaîne importante. Déjà importante, oui, parce que ça se voit déjà, elle a une audience très importante. Elle a eu un rôle, je pense, notamment pendant les périodes de confinement, pendant la crise sanitaire, qui vraiment était une respiration. Alors, il y a eu aussi des chaînes mainstream, hein, je tiens à le dire, quelques-unes qui ont fait leur boulot, mais TVL a vraiment eu un rôle pionnier, également sous les Gilets jaunes. Bon, c'est une chaîne importante, et c'est aussi une chaîne importante pour moi, parce que tu lui dois peut-être une partie de ton succès médiatique, hein, aujourd'hui. Oui, sans aucun doute, mais c'est-à-dire que, plus encore, ça a été une école. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais fait de télévision et je me prédestinais pas à faire de la télévision. Ça s'est fait un petit peu par hasard d'ailleurs. Et le fait d'avoir, pas toutes les semaines, c'était une fois toutes les 2 semaines, un bistrot liberté avec des invités, avec des chroniqueurs, avec des sociétaires, comme on dit ici, effectivement. On disait ça encore, j'allais dire à l'époque, en 2015. Évidemment, ça vous forme, ça donne un certain entraînement. J'ai côtoyé des chroniqueurs, des personnalités qui m'ont pas mal appris. Hein. Je pense à Nicolas Gauthier, je pense à Philippe Randa, je pense aussi à Nicolas Gardère, dont les plus vieux se rappellent peut-être, qui était l'avocat de gauche, d'extrême gauche sur le plateau et qui était une personnalité assez attachante en privé, je dois le dire. Voilà, j'espère que ça ne lui causera pas de problème ce que j'ai dit là, mais voilà. Donc oui, non, TVL bien sûr, et puis toute l'équipe de TVL aussi, hein, particulièrement l'équipe technique, hein, qui est vraiment. C'est vrai, on peut là aussi les applaudir parce qu'ils sont très nombreux. Non, il faut le dire parce que c'est des gens qu'on ne voit dans pas, l'ombre, ouais. On ne voit pas, mais ici en tout cas pour TVL et alors bon maintenant effectivement j'ai fait différents plateaux et j'ai vu un petit peu les équipes techniques. Et des jeunes, hein, on peut le dire aussi, pour beaucoup. Oui, bien sûr, des jeunes et vraiment, en tout cas, moi j'ai ce sentiment-là, en tout cas des gens humains.
Vraiment des gens très humains et c'est vraiment très agréable de les revoir année après année et de revenir encore aujourd'hui sur ce plateau. Eh bien, qu'ils en soient ici remerciés. Ils sont tous, comme tu le disais, dans l'ombre derrière les caméras. Alors, comme je le disais, tu es aujourd'hui invité dans des médias dits mainstream, comme CNews, Sud Radio. Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai fait un peu le chemin. Oui, tu as commencé là-bas. Comme quoi, j'étais donc avant dans ces médias. Et puis, je suis arrivé et je suis ravi d'être à TVL. Et puis aussi un peu ailleurs sur Internet. Est-ce que justement, pourquoi je te parle de ça? Parce que j'aimerais savoir, est-ce que tu vois une différence aujourd'hui entre ces médias dits plus traditionnels et nos médias à nous, comme ici donc à TVL, les médias dits alternatifs? Alors moi je pense, mais vraiment c'est très clair, que... Ils ont encore un avenir, les médias traditionnels. Tiens. Oui, ils ont un avenir. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle médias traditionnels. C'est-à-dire, je ne vais pas vous faire un cours de Sciences Po. Pour ce qui est de la presse écrite, je pense qu'elle est condamnée à terme à une disparition ou en tout cas à une, à une mise en ligne progressive et exclusivement de la mise en ligne. C'est-à-dire que... Bon, l'avenir, c'est Internet déjà. Ah oui, vraiment, c'est l'avenir, c'est Internet. La télévision garde un magistère moral, c'est-à-dire que le 20h de France 2, le 20h ou le 13h de TF1, encore plus quand c'était Pernod, conserve ce magistère. Et il y a après cela, il y a les chaînes d'information, BFM TV, CNews, etc., LCI et d'autres. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai fait TV Liberté donc depuis 2015 et aujourd'hui je fais quand on m'invite, je n'ai aucun statut, je tiens vraiment à le préciser, on m'invite effectivement comme ça et je suis intervenant et d'ailleurs je ne dis pas chroniqueur et effectivement mon métier principal c'est ma seule source de revenus, et la faculté c'est avocat. Et ce que j'ai vu, en tout cas l'impression que j'en ai eue, c'est que progressivement, pour ne pas se faire dépasser par les médias mainstream, par les médias alternatifs, une partie des médias mainstream qui a compris ce qui était en train de se jouer au niveau de la société, un certain Vincent Bolloré, je pense, l'a compris aussi, a récupéré, ou en tout cas est allé sur des créneaux qui étaient des créneaux clairement c'est intéressant. On peut peut-être faire une petite parenthèse là. Tu parles notamment sur l'immigration, par exemple. On va en parler, ça va être un des sujets de débat qu'on va aborder. On attaque souvent Vincent Bolloré, d'abord pour CNews, puis pour Europe 1, et puis plus récemment pour le JDD. C'était justifié, selon toi, ces attaques? Non, c'est-à-dire que, encore une fois, si on fait une critique de la concentration des médias aux mains de quelques milliardaires, oui. Le problème, en fait, ici, c'est que la critique, elle ne vise qu'une seule personne. J'écoutais une professeure, j'écoutais France Inter, une reprise de France Inter qui parlait justement de la concentration. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et il y avait ce débat sur, comme par hasard, on lance maintenant. On lance un débat sur la concentration des médias uniquement parce que Bolloré acquiert, un journal. C'est un journal. Il y a un journal qui est le JDD. CNews, ça fait quelques années. Et là, il y en a un qui vient dans l'escarcisse de Bolloré. On a l'impression qu'il y a un tremblement de terre. Vous voyez, c'est accessoirement, moi quand j'écoute France Inter, et quand j'écoute aussi, on n'en parle pas assez, mais la presse régionale, quand on écoute France 3, et alors France 2 c'est magnifique. Moi franchement, je fais une aparté parce que cet été, j'étais en vacances chez mes parents, et du coup j'ai vécu au rythme de mes parents pendant 2 semaines. Et j'avais le 20h de France 2, ou le 13h. Mais je vous jure, c'est un monde parallèle. C'est-à-dire que... Il faut les rééduquer, tes parents. Non, c'est bon, je ne permettrai pas. Non, mais c'est-à-dire que, encore une fois, ce qu'ils disent n'est pas faux. Mais dans la sélection des sujets, il y a 9-10 sujets. Je veux dire, vous voyez, par exemple, Yvan Rioufol, je l'écoutais là-dessus, il avait le même avis que moi. L'affaire terrible à Cherbourg avec cet Afghan qui a violé, torturé une pauvre femme. Mais si vous voulez, les chaînes d'information, c'était BFM, CNews, même LCI qui ne fait que de la politique internationale, politique ukrainienne, pardon. On a parlé, mais vraiment, elles en ont parlé de manière... Ça, voilà, on le dit. On en parlait de manière continue. Sur France 2, sur TF1, sur France 3, c'est un fait divers tragique. Non, c'est pas un fait divers. Ou alors un fait divers qui se produit tous les jours à une intensité croissante. Moi, j'appelle pas ça un fait divers, j'appelle ça un fait politique. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ça la réalité parallèle. Parce que à la place de ça, on parlait de quoi? On parlait des prix des melons qui sont en train de chuter parce que les Français ne consomment pas assez de melons. Je vous jure que c'est vrai. Le prix des glaces. Un reportage sur je ne sais pas quel village perdu, c'est très très bien. Mais encore une fois, dans la hiérarchie des priorités, on voit où est l'idéologie. Eh bien, aujourd'hui, donc je reviens au début de la question, et j'y réponds surtout, j'ai l'impression qu'une certaine presse est en train progressivement d'aller
derrière, je le disais, ce qui a été vraiment l'avant-garde, c'est-à-dire les médias alternatifs. Et on pose, et je réponds aussi à cette question, on pose la question du monopole. On s'interroge sur le monopole des médias et sur la prise de participation, enfin la prise de contrôle de Bolloré. En fait, en réalité, pourquoi ? Parce que la vie politique ne leur plaît pas. Si, je parlais de ce débat tout à l'heure sur France Inter avec une professeure à Sciences Po qui s'indignait de cette situation, elle ne s'indigne pas de l'unanimisme des opinions sur France Inter. Et je parle notamment des chroniqueurs. C'est-à-dire, c'est vraiment, on reproche aux chroniqueurs, par exemple, de CNews ou d'autres chaînes, je ne vais pas les citer, d'avoir le même avis. Mais alors, mais alors France Inter, et je peux citer d'autres, France Inter, France Culture, en réalité, tout le service public. Donc on pose ce débat par opportunité, parce que le fond du sujet, comme d'habitude, c'est politique. C'est parce qu'il y a un avis politique, disons-le ici, plutôt de droite, qui ne leur plaît pas. Voilà. Je partage pour ma part tout à fait ton diagnostic. Est-ce que tu as déjà été censuré, ou plutôt modéré, si j'osais le terme, sur les médias traditionnels dont on parle là ? Jamais. Je n'ai jamais, alors peut-être que certains se diront, c'est possible, il ment, il est payé par je ne sais qui, par je ne sais quoi. Non, jamais. Ni a priori, je précise bien, ni a posteriori. Alors peut-être que ce que je dis est banal, ça se trouve, est tout à fait conformiste, libre à chacun de le penser, mais je n'ai jamais, dans tout, que ce soit toutes les chaînes que tu as citées, je peux rajouter aussi TPMP, je n'ai... Même, LCI, j'ai fait un passage. Je n'ai jamais eu de censure et de réprimande après en disant ce type-là, on ne va plus l'inviter parce qu'il a évoqué tel sujet. Qu'est-ce que tu penses de l'état de la liberté d'expression en France ? Alors ça, c'est un autre sujet, parce que le vecteur de la liberté d'expression, le vecteur de l'expression, ce peut être la presse, ce peut être les médias, ce doit être même d'ailleurs, les médias. Mais pour autant, on voit bien qu'il y a une offensive en cours sur un plan juridique pour faire taire certaines oppositions, pour faire taire certains avis politiques, que ce soit par les dissolutions d'associations. On l'a vu, alors effectivement, avec des associations d'extrême droite comme des associations d'extrême gauche. Moi, je pense qu'on doit pouvoir s'exprimer dès l'instant qu'on ne menace pas l'ordre public. Et là, en l'occurrence, ni Civitas, ni les Soulèvements de la Terre ne menaçaient l'ordre public. Je tiens à le dire. Pour autant, vous voyez, on a une législation qui avance, et également aussi en matière de censure, en matière de liberté d'expression. Je pense que par rapport à il y a 20-30 ans, on est beaucoup moins libre aujourd'hui, mais le paradoxe, alors ça c'est un ressenti personnel, c'est que j'ai l'impression que la parole, c'est-à-dire que plus la censure s'accroît, plus la parole se libère. Plus la parole se libère en privé. Moi je l'ai constaté dans mon entourage, et dans un entourage qui n'était, pas un entourage qui m'était politiquement acquis, vous voyez ce que je veux dire, ou plutôt je n'étais pas politiquement acquis pour eux. Et j'ai vraiment l'impression que les choses sont en train d'évoluer. Alors ensuite, il faut que ça se traduise politiquement. Vous savez, je prends un sujet, que ce soit l'insécurité ou l'immigration, qu'il y ait de plus en plus de gens qui se plaignent qu'il y ait de l'insécurité et de l'immigration pour finir par mettre un bulletin de vote Macron au second tour de l'élection présidentielle en 2022. J'en connais plein. J'en connais. Mais voilà, il faut une traduction politique à ça. Donc tu dirais quand même que la liberté, elle est en péril aujourd'hui au pays des droits de l'homme ? Alors, c'est toujours un mot, moi je fais toujours attention à ces mots-là, mais elle est menacée, oui, elle est menacée. Disons que de toute manière, elle est toujours menacée, elle l'est plus aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 30 ans. Je reprends mon exemple sur les dissolutions d'associations, parce que c'est vraiment un sujet que je connais bien juridiquement, pour avoir défendu notamment devant le Conseil d'État, je ne vais pas appeler directement devant le Conseil d'État bien sûr, mais pour un recours sur la dissolution d'une association qui ne plaisait pas au ministre de l'Intérieur Darmanin. Je ne peux pas le dire secret professionnel, bien sûr, parce que je suis intervenu comme avocat. Et je peux vous dire que l'arbitraire ici est total en matière de dissolution d'associations. C'est impressionnant ce qu'on peut faire. Vous savez, quand le ministère de l'Intérieur décide une dissolution, il y a un seul recours, c'est un recours devant le Conseil d'État. Dans 90% des cas, le Conseil d'État valide la dissolution décidée par décret du ministre de l'Intérieur. Et j'ajoute que depuis 2011 ou 2012, la mémoire je perds la mémoire là-dessus, mais on a ajouté de nouvelles conditions de dissolution, notamment les associations qui inscrites à la discrimination de genre. Tiens. Vous pouvez les voir, c'est l'article 211-1 du Code de la sécurité intérieure. Voilà. On a des motifs qui sont clairement ou incitation à la haine, ça y était déjà, mais des motifs qui sont considérablement flous, et c'est derrière ce flou, justement, que se niche
l'arbitraire. Et c'est sur cet arbitraire-là, évidemment, que le ministre de l'Intérieur va dissoudre, va restreindre la liberté d'expression ou même la liberté de manifestation. Voilà, c'est une grande liberté d'association, valeur constitutionnelle, hein, on nous dit. Liberté d'expression, ça aussi, liberté d'expression, liberté de réunion. On a empêché des réunions, mais à ma connaissance, il n'y a pas de précédent pour l'Institut Iliade. Je fais référence à la manifestation, effectivement, l'hommage à Dominique Vénère. En principe, pour interdire une manifestation, on peut, encore une fois, moi je ne suis pas pour une liberté totale et absolue. Je dis simplement que la liberté, elle doit se cadrer dans des règles qui sont définies au préalable. Et on ne les change pas en cours de route. Seulement, voilà, là, le ministère de l'Intérieur, il les a changés en cours de route. Pour interdire une manifestation, il n'y a qu'une possibilité. C'est que cette manifestation risque de causer un trouble à l'ordre public. Risque de trouble à l'ordre public. Point. La manifestation en hommage à Dominique Vénère n'avait pas de risque de trouble à l'ordre public. Et d'ailleurs, il me semble, et je termine en une phrase, il me semble, alors là, pour le coup, c'est pas moi qui ai géré ce dossier, mais il me semble que ce n'était même pas le motif qui était avancé par le ministère de l'Intérieur. Donc c'est vous dire que là, on sort un peu du cadre qu'on aime tant, du cadre de l'état de droit. Juste une question que j'aurais aimé te poser, mais est-ce que, tu dis, il n'y a qu'un seul moyen d'interdire une manifestation, c'est quand il y a risque de trouble à l'ordre public, mais est-ce que même cette notion de trouble à l'ordre public, elle est claire en droit ou pas ? Elle est... Alors, c'est jamais... On fait tout interdire, non, beaucoup d'abus, quoi. En fait, alors, elle est relativement claire. Okay. En tout cas, elle est plus claire. Encore une fois, c'est une question d'échelle. Par exemple, l'incitation à la haine, c'est un élément, pourtant ça a des conséquences juridiques, c'est un élément qui est particulièrement flou. En revanche, oui, le risque de trouble à l'ordre public, il y a une définition en droit. Je peux vous faire un cours de droit sur l'ordre public, c'est une atteinte à la sécurité, une atteinte à la tranquillité, une atteinte, il y a la salubrité publique en fait partie, la dignité humaine, il y a des composantes juridiques qui sont définies comme étant celles de l'ordre public. Donc oui, là, il y a une certaine prévisibilité. Là, justement, le problème, c'est que c'est plus du tout prévisible. On change les règles en cours de route. Vous voyez ? Et après, on nous parle, alors ça, j'en parle souvent, on nous bassine avec l'état de droit. L'état de droit, il faut respecter l'état de droit. Ceux qui en parlent le plus, généralement, c'est ceux qui respectent le moins. Voilà. Alors, on va revenir à toi avant de terminer cette première partie et d'aborder donc les deux débats qu'on va vous proposer ce soir. Quand tu te retournes sur ton parcours, tu es fier de cette ascension médiatique. Tu as pris goût aux médias en général. Je suis fier. Je suis content C'est là que joue le combat culturel, d'après toi. Oui, je te pose cette question plutôt. Incontestablement. Vraiment. C'est-à-dire, je sais pas, moi, les sujets que j'ai défendus, ensuite, vous savez, quand j'interviens sur une émission, encore une fois, je n'ai pas de statut. C'est quelque chose que je me martelais. C'est pour ça que je refuse. Alors, de statut, tu n'en as pas, mais de conviction, tu en as. Oui, donc, sans aucun doute. Non, mais bien comment sûr. Tu te définis, mais je veux vraiment mettre cette prudence. Politiquement, j'entends. Ah, politiquement, oulala, non, c'est... Je vais d'abord répondre à la question. Ouais, vas-y, je les enchaîne. Pardon. Mais vous voyez, par exemple, vois-tu, deux sujets sur lesquels j'ai essayé de me distinguer. Un sujet général et un sujet particulier. Le sujet général, vous le connaissez sans doute, c'est la question du Covid. C'est-à-dire, j'ai été invité au départ par le plus grand des hasards pour parler d'une décision du Conseil constitutionnel qui allait tomber sur le pass sanitaire. Bon, évidemment, moi, j'ai attaqué le Conseil constitutionnel en amont parce que connaissant un petit peu, m'intéressant depuis un certain temps aux jurisprudences du Conseil constitutionnel, je savais que le Conseil constitutionnel allait valider ce pass sanitaire et il a validé aussi après le pass vaccinal. Et c'est à partir de là que j'ai mené, effectivement, à mon petit niveau, le combat culturel contre le Covid. Ça, oui, j'en suis content. Ça, j'en suis fier et je l'étais d'autant plus, effectivement, je peux le dire, quand il y avait des gens qui m'interpellaient et qui me disaient merci, bravo, voilà. Parce que, si vous voulez, il faut comprendre un truc, c'est que quand moi je faisais les plateaux, j'étais seul, hein, et y compris sur les chaînes que tu as citées. J'étais, on va dire, deux fois sur trois, j'étais tout seul. Donc le fait d'avoir des gens effectivement après qui me soutiennent et qui me faisaient dire aussi bah oui le combat est juste. Deuxièmement y a des gens qui sont d'accord avec ce que tu dis et puis vous voyez on a eu l'impression, il faut se remettre dans cette période, c'est-à-dire on avait l'impression qu'on avait perdu tout repère. À un moment les gens se disaient après tout peut-être qu'il faut vacciner les nourrissons, qu'il faut y compris les chats, les chiens, tout le monde et empêcher de circuler et puis rester enfermé dans sa grotte. Est-ce que c'est ça vivre ? Bah voilà, moi je me suis interrogé un peu, je me suis dit non, c'est vivre dans un monde de fous, j'ai pas envie de vivre dans un monde de fous, voilà. Donc ça c'est le premier combat et ça effectivement. Alors tu te sens plus proche de qui ? C'est ça moi qui m'intéresse aussi. Politiquement parlant, j'entends. Politiquement parlant, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Je sais pas, moi politiquement, c'est toujours pareil. Moi j'ai évolué. Les vivants, hein, si possible. Vivants, ouais. Par les vivants. Non, mais bon, j'ai une sensibilité qui naturellement va sur le champ politique à droite, c'est certain. Je pense que c'est plutôt par répulsion là que je vais me situer. Ensuite, sur le plan des convictions, voilà, je suis.
T'es plus Valérie Pécresse ou avec Zemmour? Je suis plutôt avec Zemmour quand même, c'est pas très compliqué. Non mais je suis un... S'il y a quelques éléments pour me définir, je suis plutôt j'aime pas ce mot, un patriote ou un nationaliste comme vous voulez. Je crois à l'identité des peuples, à l'identité millénaire des peuples, je crois à l'identité de la France. Je pense que l'identité de la France n'est pas ancrée uniquement qu'à travers l'État. Et pourtant, c'est un antilibéral qui vous parle, forcené, viscéral, ça n'a pas changé, ça ne bougera jamais. Mais je crois à l'identité des peuples français et européens, je pense qu'elle est menacée aujourd'hui, et je hiérarchise les menaces. Et pour moi, effectivement, aujourd'hui, il y a une menace de disparition du peuple français. Voilà, ça c'est mon combat. Le combat contre la disparition du peuple français, à mon échelle, à mon niveau. C'est ça. L'engagement politique, est-ce que tu y as pensé une fois? Bah oui, à tel point que j'ai été engagé. Mais je veux dire de manière pérenne, aujourd'hui, tu te reverrais revenir en politique au premier plan Si l'occasion se propose, peut-être. Moi, pour l'instant, en fait, j'ai beaucoup mis... De grands avocats l'ont fait avant toi. Alors. Oui, bien sûr. D'ailleurs, souvent, ces gens ne sont pas restés très longtemps avocats. Hein. Ils ont été avocats 2-3 ans, et puis après, ils sont partis en politique, et généralement, l'incompatibilité d'agenda fait qu'on ne peut pas faire les deux. Tu veux dire que Dupond-Moretti n'est pas un bon avocat? Ah si, excellent débatteur, très bon. Je vomis ce qu'il est politiquement. Très mauvais ministre. Je vomis politiquement ce qu'il est, mais en revanche, je ne peux que reconnaître sa qualité d'avocat. C'est un fait, c'est un des meilleurs avocats que nous ayons. Il aurait dû rester, oui, comme d'autres, sans doute, comme Nicolas Sarkozy, oui, par exemple, des gens qui n'auraient jamais dû sortir. Il ne fallait pas qu'il le fasse. Voilà, et il l'a fait. Non, et pire, il a dit que jamais, il ne faudrait pas que ça lui arrive, ce serait presque un grand malheur. Le fait, exactement. Non, ça c'était Laurent Alexandre, mais bon, lui, il n'a pas voulu manger son chapeau, c'est pour une autre histoire. Dernière question avant qu'on lance le premier débat. Donc, on a tous passé, je l'espère, pour la plupart, un été... on va dire assez caniculaire. Est-ce qu'il y a un sujet Moi, j'ai passé 2 mois sous la pluie. Ouais, remarque, je dis ça, mais moi en Bretagne, c'était pas non plus le Pérou cet été. Ouais, c'est chaud. Ouais. Est-ce qu'il y a un événement qui t'a particulièrement... Enfin, quel est l'événement qui t'a le plus marqué cet été? Sans conteste, les émeutes. Sans conteste. Alors, moi, il se trouve que... alors, c'était tout début juillet, si je dis pas de bêtises. Fin juin, début juillet, tu m'arrêteras. On va en parler dans le débat. Mais je fais court, je fais un ressenti personnel. C'est-à-dire que moi, ça m'a d'autant plus marqué que... Alors, je vis à Paris. Je vis plutôt dans le centre de Paris. Et sauf que j'ai décidé de prendre des vacances à ce moment-là. Et je suis parti, mais alors dans un endroit où il n'y aurait... Non. Où il n'y aura jamais d'émeute. C'était dans un endroit perdu dans le Cantal. Enfin, perdu. C'était une petite village qui s'appelle Vic-sur-Serre, qui doit faire 1500 habitants, où j'étais allé tranquillement me reposer pendant 1 semaine et demie. Et le soir, il y avait une télévision, et j'allumais la télévision, et je voyais les images complètement, je veux dire pas surréalistes, parce que moi, ça ne me surprend pas complètement. Ce qui nous surprend, c'est le moment où ça pète. Après, on sait qu'il y a une cocotte minute. Mais c'est là où je me suis dit, il y a 2 mondes, quoi. C'est-à-dire, vous voyez, moi j'étais dans une France qui existe encore, la France qui reste, comme disent mes amis, une France rurale, une France où on ne brûle pas de voitures, ou une France où on respecte les policiers, où on respecte l'autorité, où on respecte le drapeau, où on respecte la France, où en fait on vit simplement et naturellement la France, où on peut presque, je veux dire, dormir sans fermer la porte à clé. Moi à Paris je vérifie toujours 3 fois. C'est le contraste entre ces 2 France-là, en tout cas entre cette France et ce qui ne l'est plus, était d'autant plus saisissant, et ça m'a effectivement d'autant plus marqué. Voilà. Allez, ultime question. L'année prochaine, évidemment, ce seront les élections européennes. D'abord, est-ce que tu attends quelque chose de ces échéances? Première question. Et est-ce que tu penses que les souverainistes seront capables de s'allier? Et comme ça, tu répondras à tout. Pour Éric Zemmour, est-ce que tu penses que c'est sa dernière chance? Oh là, j'ai combien de temps là? 5 minutes. Ok. 4. Bon, ça va, j'ai le temps. La première question, bon. T'attends quelque chose des Européennes? Oui. En fait, c'est lié à la première et la troisième question. En fait, je pense que ces élections européennes sont, et je crois que je ne suis pas le premier à l'avoir dit, c'est les mid-terms de ce quinquennat. C'est-à-dire que c'est la seule grande élection nationale du second quinquennat Macron. Les élections cantonales et les élections régionales sont repoussées à 2028. Il n'y aura donc que les élections municipales en 2026. En 2026, mais ce ne sont pas des élections, c'est pas un scrutin pour en parler. Je veux dire, quand on va voter pour le maire, l'étiquette politique joue beaucoup moins que quand on va voter pour une tête de liste aux élections européennes. Oui. Donc la campagne est beaucoup moins nationalisée. Exactement.
Donc, c'est la seule vraie campagne nationale. Et donc, on fait le lien avec Éric Zemmour, mais aussi de manière générale avec ce qu'on appelle, d'un mot simplifiant, mais que tout le monde comprend, le camp national. C'est un moment décisif. C'est un moment de clarification, c'est un moment de clarté. Parce qu'en réalité, tu parlais d'Éric Zemmour, en 2022, Éric Zemmour n'est pas mort. Éric Zemmour ne s'est pas écroulé. Il a fait un score qui était décevant, certes. Je rappelle quand même qu'il partait de 2%. Il a quand même fini à 7%, avec un effet de vote utile. Enfin bref. Et là, il y a les élections européennes. Donc pour Éric Zemmour, moi, ce que je pense, mon analyse est la suivante. Soit Éric Zemmour arrive à trouver une respiration à l'occasion de ces élections européennes. Et une respiration, pour moi, en l'état, c'est plus de 7%. Entre 7 et 10%. En dessous, je pense que ce serait en 5 et 7, on sauve juste les meubles, mais on ne peut pas se projeter, ou en tout cas on se projette difficilement sur l'élection présidentielle à venir. Ou alors, effectivement, il ne retrouve pas cette respiration, il passe en dessous de 5%, pas de député. Les prochaines élections ont lieu 2 ans et demi plus tard, en 2027, 3 ans plus tard, pardon. Donc ce sera très compliqué, je pense, là c'est une pure analyse, de tenir le rythme aussi longtemps. Sa force, il y a 2 forces pour Éric Zemmour aux élections européennes. La première force, c'est que le scrutin des européennes lui est plutôt favorable. C'est une élection à 50% de participation, la présidentielle c'est 75%, et c'est une élection où les catégories populaires s'abstiennent plus. Et donc, ce qu'on appelle d'un mot simplifiant aussi encore, décidément la bourgeoisie, elle se mobilise davantage aux élections européennes. Il peut donc, à l'occasion de ces élections, oui, il peut réaliser un score. Et par ailleurs, c'est le deuxième ou troisième point, l'élection européenne est une élection de mobilisation. Comme d'ailleurs les élections régionales ou les élections départementales, on l'a vu, le RN était je connais un petit peu Thierry Mariani, vous l'avez mis, je crois, dans la présentation. J'ai échangé avec lui, même aussi, j'étais son président au moment de la droite populaire, président jeune, et je peux vous dire que la moitié des sondages le donnaient gagnant en PACA. Vous voyez ? Et pourtant, il a perdu. Pourquoi ? Parce que les électeurs ne se sont pas mobilisés. La question, du coup, pour Éric Zemmour est de savoir s'il va réussir à mobiliser ses électeurs. Je pense qu'il a une puissance de mobilisation. Maintenant, on va voir. On va voir, du coup, dans le camp national, qui va mobiliser le plus. Pour le RN, c'est aussi une manière de s'affirmer comme le principal leader vis-à-vis de Zemmour, mais aussi on l'oublie, même si c'est négligeable, vis-à-vis des LR, qui sont réduits à peau de chagrin. Voilà. Donc, cette élection européenne sera très importante, sur un plan politique-politicien, avant tout parce qu'elle sera le moment d'une grande clarification. Allez, c'est le mot de la fin pour cette introduction. On enchaîne tout de suite sur les chapeaux de roue, donc avec ce premier débat sur l'insécurité. À tout de suite. Insécurité, un fléau français. La sécurité, un droit bafoué. Faut-il s'inquiéter de la montée de la violence en France ? Comment pacifier les banlieues ? Allez, on aborde, on peut applaudir encore Pierre Gentillet et donc tous les sociétaires qui sont appelés cette fois à participer. Donc, on aborde ce premier sujet consacré à ce thème de l'insécurité qui a fait l'objet de nombreux débats et de maintes polémiques cet été. Pour commencer, c'est un thème récurrent dans le débat politique français, presque une ancienne. Pourtant, les choses ne semblent pas s'améliorer. Vous, ici, autour de cette table, vous considérez que la situation s'aggrave encore depuis une vingtaine d'années. Une question un peu naïve, je la pose à tout le monde. Évidemment que ça s'aggrave. Non, mais il faudra vraiment pas avoir de bonnes lunettes pour pas voir ça. Il se passe tous les ans toujours pire, et on est d'ailleurs surpris de voir que c'est toujours pire. Les jeunes qui ont fait les émeutes, ils sont très peu punis, faut dire les choses. On a toujours de plus en plus d'immigration. De toute façon, les deux sont liés. Laxisme, immigration, c'est la poudrière qui fait que ça explose. Et ça explosera. Tu fais tout de suite le lien là. Évidemment. Mais il faut voir aujourd'hui à quoi ressemble Paris. Pierre nous a dit qu'il habitait le centre de Paris, donc j'imagine Châtelet, tous ces coins. En tout cas, voilà. En tout cas, le centre de Paris, c'est Châtelet. Faut voir. Je donne un indice, rive gauche, rive droite, au-dessus de la Seine, point de civilisation pour reprendre. Oui, mais même Saint-Michel et tous ces quartiers commencent, où le Champ de Mars commence c'est le Limes, à c'est se le Limes. On peut faire une carte de Paris ici. Enfin, faut voir le Champ de Mars. Le Champ de Mars, Tour Eiffel, c'est quand même le quartier le plus touristique de Paris, peut-être même de France. Il faut voir ce que c'est. Faut voir ce que c'est. Entre ceux qui vendent des tours Eiffel, je sais pas quoi, il y a eu des affaires de viol cet été, et même plusieurs, pas qu'une. Enfin,
On est dans un pays aujourd'hui, c'est devenu le Bronx, à la différence que les Américains, eux, punissent. Et que nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on leur dit, écoutez, vous avez à faire un rappel à la loi, ne recommencez surtout pas, hein, monsieur, madame. Alors justement, pardon, t'interromps, mais je voulais donner la parole aussi à Pierre, quand même, d'entrée de jeu. Tu parlais des émeutes. Quel est justement, avec le recul qu'on a aujourd'hui un petit peu, quelle est ton analyse des émeutes du début de l'été? Puis je vous répondrai sur ce point tous. Je pense que la cocotte minute, à un moment, explose, et on l'a vu exploser. Maintenant, elle a explosé, elle s'est réglée, je pense, encore une fois, c'est mon avis personnel, et c'est pas que mon avis d'ailleurs, parce que les dealers ont dit stop, voilà, concrètement. Je me souviens avoir vu des images, vous savez, dans des quartiers comme ça, où il y avait tagué, et c'était les dealers qui avaient tagué ça sur des endroits de point de deal, c'est « si tu brûles cet endroit, on te tue ». Voilà. Donc les choses se sont peut-être aussi réduites comme ça. Vous savez, je suis avocat, donc je suis un juriste, et ce que j'enseigne aussi à mes étudiants, c'est qu'il n'y a pas de société sans droit, et y compris là. C'est-à-dire le droit, c'est quoi? C'est un ordre de la régulation des comportements. Voilà, un ordre de normation des comportements. Et ici, comme la police ne norme plus les comportements selon tel ou tel standard, eh bien, ce sont les dealers qui, pour préserver leur cadre, bien évidemment, décident de normer. Alors, il n'y a pas que les dealers. Il y a les dealers, il y a aussi, sur le plan moral, une certaine religion, bien évidemment. Donc, il y a l'islamisme et il y a le communautarisme islamiste qui joue ici son rôle. Et là, on a vu cette cocotte minute exploser. Moi, ce qui m'a surpris, vous voyez, c'est pas la cocotte minute qui explose, c'est plutôt le fait que ça n'ait pas duré aussi longtemps. Et je pensais honnêtement que ça allait vraiment empirer. Tu l'as trouvé adapté? Ah non, enfin, je veux dire, c'est une réaction d'impuissance. Ces gens ne peuvent rien faire. Puis encore une fois, ce sont les organisateurs de l'impuissance. Que voulez-vous qu'ils fassent? Pourquoi tant de bruit et si peu d'action de la part du personnel politique, selon toi? Mais parce que, alors encore une fois, tout dépend de ce qu'on appelle le personnel politique. Si on parle des dirigeants, je le dis parce qu'ils savent très bien que, à mon avis, s'ils interviennent, ça ne peut qu'envenimer la situation. Si on décide vraiment d'intervenir, en fait, Darmanin est obligé de démissionner. Et Darmanin ne veut pas démissionner. Voilà. Moi, ça, c'est ce que je pense fondamentalement. Après, sur le reste du personnel politique, il y a une partie du personnel, j'aime pas ce mot, mais des hommes politiques qui se comportent bien, notamment à la droite de l'échiquier, et puis une partie de la gauche, de l'extrême gauche, qui pense que l'origine des violences, on l'a vu, c'était tout le débat autour de Noël, ces violences étaient presque compréhensibles, parce qu'elle répondait à une violence qui était la violence sociale, qui était le racisme systémique dans la police, etc. etc. Est-ce que les politiques ont encore le pouvoir de rétablir l'ordre en France? C'est peut-être cette question fondamentale. Si le politique est encore le politique, alors juste en une phrase, si le politique est encore politique, ce que je crois, oui, il a le pouvoir de mettre fin à ces émeutes. Question de courage, peut-être. Oui, et de dresser le bon constat. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une société qui est à mi-chemin entre le Mexique et l'Afrique du Sud, et le Liban, si vous voulez. Et il faut regarder cette société comme telle, pour ne pas faire d'erreur de diagnostic, et vraiment considérer qu'il y a des endroits où la police ne peut plus venir, l'armée aura même du mal, et qu'il faut, il faut rétablir l'ordre. Et il y a des gens aussi, je le dis clairement, n'ont rien à faire sur notre sol, et doivent repartir. Stella, tu partages ce point de vue? Par rapport aux politiques. Aux politiques pour répondre je pense sincèrement que la France, malheureusement, du point de vue de l'extérieur, parce que jusqu'à preuve de contraire, je parle du point de vue de quelqu'un qui vient de l'extérieur, a beaucoup baissé en termes de rigueur. Parce que je me souviens à l'époque, quand on disait que les gens allaient en France, ils avaient peur de la police, ils avaient peur de se faire arrêter parce que la sanction était automatique. Si tu te fais arrêter et que tu es en situation irrégulière, forcément, on va te rapatrier chez toi. Donc, il y avait un peu ce respect-là. C'est ce qui faisait qu'en fait, les gens, quand ils arrivaient ici, ils étaient plus enclins à vouloir être dans les rangs qu'autre chose. Moi, les émeutes, ce que ça a révélé, c'est que malheureusement, la France n'est plus la France, clairement, que les gens ne respectent plus rien, ni l'autorité,
qu'elle soit politique, parentale, de la police, peu importe. En fait, l'autorité aujourd'hui est devenue une notion complètement obsolète. Mais le pire dans tout ça, en fait, pour répondre un peu à ce que tu as dit, actuellement, c'est pas la police qui n'arrive pas à normer les comportements. C'est la politique qui détermine les comportements. C'est-à-dire qu'on a des politiques... Justement, qui ne la déterminent pas, parce que les magistrats refusent d'appliquer avec sévérité les lois. En fait, il ne faut pas des lois plus sévères en France. Il faut juste appliquer correctement les lois. La police fait son travail, je pense, du mieux qu'ils peuvent. Absolument. Et derrière, en revanche, les peines ne sont pas je ne pense pas que la police arrive à faire normalement son travail, parce que si la police réussit à arrêter quelqu'un et que demain on libère la personne, le résultat est là, c'est que la police n'arrive pas à faire son travail. La preuve, c'est qu'après les émeutes, il y a beaucoup de policiers qui se sont retrouvés en train d'être arrêtés, incarcérés, garde à vue et j'en passe, parce que soi-disant ils avaient utilisé trop de force pour arrêter quelqu'un qui avait juste soulevé une voiture et mis du feu à une maison. Ce n'est pas normal. À un moment donné, il faut décrire ça. J'en reviens à la question des politiques. Les politiciens, par exemple, de gauche, ont littéralement tous encouragé les émeutes. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces politiques-là ne sont pas en prison. Je n'arrive pas à comprendre ça, c'est un vrai mystère pour moi, parce que à partir du moment où tu encourages quelqu'un à mettre le feu, à agresser, à violer, sous prétexte qu'il est pauvre et qu'il n'a pas été à l'école, je suis désolée, pour moi tu es un complice. Donc pourquoi ces politiciens-là ne sont pas en prison? Ça n'a aucun sens. Ils ont refusé de condamner. Non, ils sont encouragés. Oui, selon une interprétation, etc. Il n'y a personne à dire allez-y. Non, on a interviewé Giraud. Giraud, il a dit que vous condamnez, il a dit je réponds pas. Il n'a pas dit allez-y. Mais quand Mélenchon dit la police tue. Ta seule phrase, c'est Mélenchon. C'est exactement ça. Quand il dit la police tue, il encourage. Il encourage. À un moment donné, il faut être selon l'interprétation du juge. Oui, c'est marrant ce que vous dites, parce que juste un mot, parce qu'en fait, ça fait écho à une des premières questions que tu me posais. On parlait de la liberté d'expression. Je vais peut-être vous choquer, mais la police tue, je trouve ça scandaleux. Hein. Vraiment, bien évidemment. Je trouve ça scandaleux, je trouve ça ordurier pour les policiers, et je ne veux pas qu'on le dise. Mais ça paraît peut-être insupportable pour les gens, mais justement, c'est aussi une part insupportable de la liberté d'expression, mais elle doit être supportée. Parce que ce sont mes adversaires politiques, je pense aussi qu'ils ont le droit de le dire. Alors j'ai le droit de les combattre, j'ai le droit de les combattre, j'ai le droit de les attaquer. Mais par contre, il faudrait que ce soit respecté partout. Voilà. Mais il y a ça. Parce que si moi demain je dis, je sais pas moi, telle communauté tue, alors là je vais au tribunal et on me dit haine raciale, je suis condamné direct. Bien sûr. Ce qui est insupportable en fait, c'est le deux poids deux mesures. Absolument, c'est ce que je... Romain, on t'a pas entendu là-dessus. Oui, je veux juste qu'on mette les choses claires, parce qu'évidemment, on fait souvent le parallèle délinquance-immigration, mais en fait, moi, de ce que j'ai constaté très humblement, c'est que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes de 16 ans, mais qui sont aussi majoritairement français. En réalité, dans le cas des émeutes en banlieue, c'était pas... Enfin, j'ai pas les pourcentages, mais c'était une grande majorité de Français. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce cas de figure-là ? Je peux répondre à cette interrogation. Alors, c'est très intéressant parce que je travaille... Quelles seraient les mesures à prendre justement pour réellement changer les choses, quoi. Alors, tout dépend sur ce que nous appelons, nous, Français. Il y a un livre... Ah ben justement, c'est là-dessus que c'est pour ça. Il y a eu un reportage de BFM, je sais pas, qui avait tourné cet été où ils ont dit que c'était Kevin et Mathéo, je crois, les deux prénoms. Non, oui, bien sûr, évidemment. C'était Marie-Clotilde. Non, mais c'est très intéressant. Dit-il en mangeant du saucisson. Je suis en train de lire, ou même de relire, parce que je crois que j'avais déjà lu des extraits, un petit livre de Ferdinand Tönnies qui s'appelle Société et communauté. D'accord ? Et vous allez comprendre où je vais arriver sur notre débat. C'est-à-dire que la société, nous dit Tönnies, ce qui unit une société, ce sont des rapports de droit, des rapports juridiques. C'est ce qui fait que vous êtes citoyen, que nous sommes citoyens. La communauté, ce n'est pas une notion juridique, c'est une notion empirique, historique. La communauté nationale, comme on dit, c'est aussi ça, être français. J'arrive à votre propos. Ces gens font partie de la société, ils sont donc citoyens français. En disant ça, je ne leur nie aucun droit, parce que c'est le grand mot à la mode. Ils font partie de la communauté juridique. S'ils commettent tel délit, tel crime, ils vont être jugés selon les mêmes lois, alors évidemment avec des magistrats, mais sur le papier, vous voyez, ils ont tous une carte d'identité. Mais il y a une distinction à faire, alors ça, je me souviens, j'en avais parlé notamment avec Martial, il y a une distinction à faire avec la communauté. C'est-à-dire que ces gens-là n'appartiennent pas, et là on ne parle pas de droit, mais c'est très important, il faut sortir du droit. Il faut sortir du droit.
ces gens-là n'appartiennent pas à la communauté, et même à la communauté nationale. Moi, je dis plutôt la communauté populaire, parce que nationale, c'est plus large. Mais ils n'appartiennent pas à la communauté parce que l'identité française, c'est pas un rapport de droit, d'accord ? C'est pas les droits et les citoyens. Vous savez, on m'a montré il y a quelques jours, vraiment, allez le voir, le manuel de la citoyenneté française que doivent lire toutes les personnes qui veulent acquérir la nationalité. C'est à tomber par terre. C'est-à-dire que l'identité française, c'est les droits de l'homme, l'État. Voilà, c'est non. La communauté française, déjà, alors quand on dit que c'est une construction, c'est pas vraiment une construction, c'est une réunion, ce qui n'est pas la même chose. La construction, on parle de quelque chose d'abstrait. La réunion, on parle d'entités concrètes qui existent déjà. La réunion des peuples bretons, vous en connaissez quelque chose, des peuples donc, celtes, des peuples germains, on va dire alsaciens, des savoyards, des occitans, etc., etc. Ce sont donc, parce qu'on nous dit la France est un pays d'immigration, oui, d'immigration sédentaire, des gens qui étaient là sur place et qui se sont à un moment tous réunis et qui ont fait corps contre les invasions extérieures, contre telle ou telle menace. Je pense donc qu'on peut tenir un discours sur le plan politique en faisant cette distinction, en disant mais oui, vous avez raison, ces gens-là sont français, c'est bien le problème. C'est bien le problème. Parce que là, on parle de juridique. Et sur le plan juridique, je ne peux pas vous donner tort, je n'ai pas cette qualité et je ferai une discrimination. Par contre, et ça vous ne pourrez jamais nous l'enlever, jamais, 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 quelqu'un qui crache sur le drapeau français, quelqu'un qui ne parle pas français, quelqu'un qui ne s'habille pas quelqu'un qui ne s'habille pas comme un Français et quelqu'un qui n'a qu'une envie à un moment, c'est de détester la France. Ce n'est pas un Français. Ou alors les mots ne veulent plus rien dire. Ce que vous regardez, c'est les fondements de la République. C'est ça la République. Mais la République, justement, la République des Lumières, c'est la société. Ben oui, bravo, très bien. C'est ça, c'est ce qu'on vit actuellement, c'est la République. Oui et non. Merci, c'est ça. Oui et non. Parce que c'est ça. Oui et non. La République en 89, elle a une dimension nationale et elle a une dimension oculaire. Mais je ne suis pas un apologète de la Révolution 89. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le République et les valeurs de la République. Mot complètement flou, dont Manuel Valls a encensé en permanence dans les années 2000. Mais justement, parce qu'il y a une dimension universelle dans la République et une dimension déracinée. C'est ça le problème. La question, c'est comment du coup nous en sommes arrivés là ? D'où leur vient cette haine ? C'est quoi le ça, c'est un flux migratoire un peu trop élevé qui n'a pas été bien contrôlé. Là, on parle d'autre chose. Comment est-ce que ça se fait qu'on confond communauté et société? Comment ça se fait qu'on confond citoyen français et citoyen et français? Alors là, c'est aussi une question juridique, c'est ça que c'est intéressant qu'on arrive là-dessus. Je pense qu'on a oublié l'identité concrète des peuples. C'est-à-dire que les peuples, c'est quoi ? C'est une langue, une histoire, une culture. Tout ça a un vécu commun. Voilà. C'est pas des abstractions. Le peuple français, c'est pas une abstraction. Moi, je déteste cette idée, justement, d'une mauvaise citation de Général de Gaulle, parce qu'en réalité, il ne veut pas dire ça. La France, c'est une idée. Non, la France, c'est pas une idée. Même Mitterrand disait ça, d'ailleurs, à la fin de sa vie, il s'énerve un peu, le vieux. Dans les années 94-95, il a une interview où il dit « Non, la France, on voit, c'est pas une idée. » Les surréalistes, interview. Pour moi, la France, c'est de la terre, presque de la terre et des morts. Enfin, c'est vivant, on dirait du Barès. C'est extraordinaire. Le Mitterrand de la fin de sa vie redevient le Mitterrand du début de sa vie. Donc oui, à mon avis, l'erreur, elle est là. C'est-à-dire que nous faisons une confusion. Une confusion, comme disent les Grecs, tout est affaire de confusion. Voilà, nous en sommes là parce que nous confondons. Est-ce que c'est encore possible d'en intégrer certains, justement, à cette nation française, Romain ? Et moi, je pense qu'avant même de répondre à la question, en fait, il est temps aussi qu'on se regarde dans le miroir et qu'on essaie de comprendre comment on en est arrivé là. Et moi, je pense que les premiers fautifs, les premiers responsables, il faut qu'on se le dise. Je suis désolé, moi, je suis de la société civile. J'ai une boîte de production audiovisuelle, je suis un petit artisan. Et en gros, là où je voulais en venir, c'est qu'en fait... si on en est arrivé là, c'est parce que les Français se sont laissés faire. T'es un amoureux de la culture, toi, française, au sens noble du terme. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand on va dans les territoires, quand on découvre justement ce terroir, cette transmission qu'il y a de génération en génération, c'en est émouvant et c'est beau. Et en fait, on se demande, moi qui vis à Paris aussi comme toi, comment on a pu en arriver là. Et bien, je pense qu'il y a aussi eu un déficit de la part des Français. Alors, je ne leur jette pas la pierre, parce qu'il y a eu un discours, bien évidemment, c'est presque une religion maintenant d'État, de se dire, voilà, la colonisation, c'est le péché originel, vous devez vous excuser et faire contrition. Et évidemment, tous les représentants de la gauche et de l'extrême gauche sont les nouveaux prêtres de cette religion. Et malheureusement, non, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le Français il vote pour un mec qui lui promet le Karcher et lui sert un verre d'eau. Donc, il faut faire quoi de plus, le Français, que tu dis, il a été déçu.
déçu. Oui, non, mais il est déçu. Il a été déçu. D'un autre côté, peut-être qu'ils veulent aussi l'immigration. Est-ce que tu as déjà vu moyens de s'engager dans les 50 dernières années une politique. Manif contre l'immigration? Il n'y a pas que les urnes. Moi, j'aimerais bien aussi que les Français s'engagent dans des projets culturels, dans des projets associatifs, dans des projets pas que politiques, justement. Il y a plein de possibilités. Il y en a de plus en plus qui émergent et je sens que les gens, justement, se l'approprient de plus en plus et sortent du circuit politique. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne le font pas? Mais il y a un manque d'offres. En fait, la question là, c'est est-ce qu'il n'y a pas une conclusion darwiniste à tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas finalement écrit depuis le début notre sort? Parce que si j'écoute ce que tu dis, il y a une fatalité. Parce que là, on parle de la société civile. J'ai compris la distinction que tu faisais entre société civile et politique. Bon, très bien. Mais ça veut dire que la société civile, par définition, c'est organique. C'est-à-dire qu'elle n'obéit pas à des injonctions verticales du politique. Elle vit, elle se meut. Mais qu'est-ce qui fait justement qu'elle est allée dans l'indifférence? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il y a plein de gens qui quittent la France? Alors, il y a des intellectuels. Donc il y a bien un travail du politique. Mais complètement. Ah, mais 100%. Voilà. Mais 100%. Ah, mais il y a un truc complètement. Et aujourd'hui, c'est les conséquences que nous c'est probablement mes lacunes en matière de droit qui vont apparaître. Mais tu dis les Français n'ont pas vraiment défendu leur droit à la sécurité. Mais est-ce qu'il y a un droit à la sécurité? Parce que j'ai fait une petite recherche, il n'y a pas de texte de loi. Il y a un texte de loi qui mentionne, je crois, le droit à la sécurité des Français. Si tu regardes en matière de la Constitution, tu n'as rien. Tu as la Déclaration des droits de l'homme qui parle 2 fois de sécurité. C'est article 22 pour parler de la sécurité sociale et article 25 pour parler du droit à être protégé par l'État en cas de peut-être que la France accorde maladie, si peu d'importance à la sécurité. Mais c'est pas vraiment présent. Par contre, ce qu'il y a de beaucoup plus présent, c'est un droit à la sûreté. Oui, tout à fait. Et ce droit à la sûreté... On a une multiplication des lois extrêmement liberticides depuis Sarkozy, etc. qu'on fait. Les deux se rejoignent. Déjà, il y a un mélange des deux termes, avec une classe politique qui mélange ces deux notions, comme elle mélange république et démocratie, comme elle mélange l'égalité et légitimité. Alors que la sûreté, au contraire, c'est la défense contre l'oppression et l'ingérence de l'État dans ta vie privée, dans les emprisonnements arbitraires, dans un certain nombre de choses. Ça, c'est la liberté, les libertés individuelles. C'est aussi c'est pas la sûreté. Attention, on est en train de faire un duel de sémantique, mais la sûreté et la sécurité, enfin, ça se rejoint assez bien. Disons que la sûreté, généralement, moi, il semble qu'étymologiquement, la sûreté, c'est plutôt effectivement une mission de l'État. La sécurité, c'est un État qui affecte une personne. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? On ne dit pas est-ce que vous vous sentez en sûreté. La sûreté, c'est une mission de l'État. Là, en l'occurrence, donc c'est assez proche, mais en l'occurrence, c'est une mission de l'État. La sûreté, vous savez, en droit, je sais que ça paraît compliqué, mais il n'y a pas que le droit écrit. Il y a aussi les principes qui sont dégagés par des arrêts, notamment des juridictions administratives. Et je peux vous dire que une des composantes de l'ordre public, c'est bien le maintien de la sûreté. La difficulté ici, c'est que ce qu'on a oublié de penser, et ce qu'ont bien pensé les libéraux pour le coup. Pour le coup, un point pour les libéraux. C'est que le premier qui va attenter à votre intégrité, c'est l'État. Voilà. À partir du moment où on met du droit sur la table, effectivement, il y a ce risque de l'État. C'est pas uniquement le brigand, voilà. Il y a aussi l'influence de l'État. La difficulté, c'est où est-ce qu'on met le curseur, qui assure ces droits libertaires. Normalement, ce sont des juges. On peut en parler. Les juges font pas toujours très bien. Les caméras de surveillance, on les voit. Les arrestations arbitraires, on les voit, mais la baisse de la délinquance, on la voit pas. Donc, il y a bien. Mike, avant de laisser la parole à Mike, moi j'aimerais savoir, avant de proposer des solutions éventuellement, j'aimerais qu'on fasse vraiment le diagnostic. Quel est, d'après vous, le ou les responsables de cette situation? Comment en est-on arrivé là? Est-ce que c'est la gauche française la responsable? C'est les politiques. C'est les politiques en général. C'est les politiques. De tout bord. De gauche ou de droite, d'une façon ou d'une autre, chacun a trahi le peuple français. Toi, tu as bien eu un blog. Les droitards ont trahi le peuple français. Les gauchistes l'ont démonté, démoli, assassiné, écrasé, aplati. Donc pour moi, à un moment donné, c'est les politiques. Là où les mecs de droite promettaient la sécurité, ils te livraient rien. Toi, Mike, tu avais eu un blog qui s'appelait La Gauche Patrouille, si je ne me trompe pas. Pour moi, on absout trop les gens, on absout trop les compatriotes. Parce que, regardez, on nous dit, on est là entre nous, on est entre gens bien pensants. Donc oui, en effet, on est globalement dans la même ligne. Mais en réalité, hors de notre cercle, les gens ne sont pas contre l'immigration. Est-ce que quelqu'un a déjà vu, sur les 60 dernières années, une grande manif qui a, je sais pas moi, eu 50, 100 000 personnes de Français qui étaient contre l'immigration? Voilà. Qui ont dit non, nous, l'immigration, nous n'en voulons pas. T'as vu un sondage d'opinion ces 5 dernières années où les Français sont favorables à l'immigration? Mais attends. Oui, mais d'accord, très bien. Mais alors, combien ils font les partis politiques qui sont contre l'immigration? Est-ce qu'ils sont majoritaires? Ils ne sont pas majoritaires. Voilà. C'est pas ça la question. Non, ils ne sont pas majoritaires. Mais c'est pas ça la question. Pourquoi tu veux qu'ils aillent voter pour un parti politique qui est contre l'immigration alors qu'il y a un problème d'inflation et qu'il a donc l'immigration n'est pas le premier. C'est le second, c'est le pouvoir d'achat.
C'est ça. Si tu viens de le dire toi-même, là, pour le coup. Non, c'est une vision un peu trop binaire. Parce que malheureusement, tu as effectivement un parti politique, je prends un exemple tout bête, tu as le Rassemblement national, effectivement, qui tient un programme pour réguler, arrêter, stopper et limite essayer de. Très léger. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que j'ai l'impression que toi et moi, on n'a pas du tout vu les mêmes débats à la présidentielle. Parce que je suis désolée, quand même, Marine Le Pen. J'ai vu quelqu'un qui s'est tué face à M. Macron quand il a dit mais vous voulez la révolution en France? Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Est-ce que tu as au moins lu son programme? Est-ce que tu as lu les points? Tu parlais du voile, la Baïa. Quels sont les points pour l'immigration? Quels sont les points? Je t'écoute. Quels sont les points? Mais les points sur l'immigration du Front National, c'est par rapport à Mélanie, un programme de gauchiste. Non, ne me dis pas par rapport à Mélanie. C'est juste la reconduite à la frontière de quelques personnes. Je sais pas si c'est balle au Je centre. peux pas lui laisser dire des conneries, je suis désolée. Il y a effectivement des programmes. Je suis désolée par rapport à des M. Darmanin a dit à Mme Le Pen qu'elle se gauchisait. Mais pardon, excuse-moi. Voilà, exactement. Excuse-moi si malheureusement dans le PAF, une fois que tu prononces le mot immigration, ça n'a rien à voir. C'est juste que dans le PAF, malheureusement, dès que tu prononces le mot immigration, tu as l'étiquette. Donc excuse-moi effectivement si elle essaye de se rendre éligible et excuse les partis de droite s'ils essayent de se rendre éligibles. Contre l'immigration, c'est pas grave. Les statistiques ne mentent pas. Les hommes peuvent mentir, mais les chiffres ne mentent pas. J'aimerais Pierre, Mike, s'il te plaît. Pierre, si tu veux bien. Je sais pas si je vais mettre balle au centre, je veux pas vous interrompre. Voilà, excusez-nous de vous interrompre un instant. On s'aime bien. Oui, non, mais je le vois. C'est juste que les oreilles. Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, la première chose, c'est qu'à mon avis, et ça, toutes les enquêtes d'opinion l'ont montré, les Français, quand on dit qu'on est pour ou contre l'immigration, ça veut rien dire. Est-ce qu'on demande aux Français, est-ce qu'il y a trop d'immigration en France? La majorité répondent oui. Est-ce que l'immigration est un sujet de préoccupation? C'est toujours dans le top 4 des Français. Donc oui, et la majorité des partis politiques, même si je suis un critique des LR, même si les LR ont trahi, on en reparlera, etc., la majorité politique de ce pays, il y avait un sondage sur le grand remplacement. Je m'en souviens très bien, c'était en 2021. 52% des Français craignaient qu'il y ait un grand remplacement en France. D'accord? Donc on a... Attendez, moi je vous ai pas interrompu, Attendez. Non. Et ça, c'est la partie... En plus, c'est le discours le plus dans les bureaux de vote qui comptent. Non, mais j'y arrive. C'est ça que ça J'arrive. C'est là où il y a la difficulté. C'est-à-dire qu'au départ, la question, c'était qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Quelle est la responsabilité politique? Est-ce que c'est uniquement la gauche? Pour moi, c'est très clair. C'est la gauche, effectivement, par idéologie, clairement, parce que le peuple français, c'est une notion qui ne nous intéresse pas. Ce qui compte, c'est la République universelle, c'est le débat qu'on avait juste avant. Il faut que des citoyens, et il faut nous mélanger, il faut, vous savez, le métissage, etc. Et de l'autre côté, la droite libérale qui a trompé, qui a trahi ses électeurs, que ce soit avec Chirac et encore plus sous Sarkozy. Sarkozy qui fait sa campagne 2006-2007 sur le Karcher, finalement, il prend Bernard Kouchner et il fait un gouvernement qui est plutôt du centre-gauche jusque péniblement le centre-droit, sauf comme par hasard la dernière année. Les chiffres d'immigration sous Sarkozy sont pires que sous ceux de Jacques Chirac, c'est entre 180 000 et 250 000. Donc la responsabilité là-dessus, elle est absolument partagée. Parce que la droite, par libéralisme, comme d'habitude, parce qu'elle voulait, par ouverture au marché, par liberté de circulation des capitaux et donc aussi mécaniquement des hommes, par acceptation de l'idéologie de la Commission européenne. Voilà, pour toutes ces soumissions, la droite, pour moi, porte la même, si ce n'est pire responsabilité. Je ne le dédouane pas. Ce que je dis simplement, c'est que dans le peuple, maintenant qu'on sort des entités partisanes. Et je l'ai dit ça. Quand on est dans le peuple français, majoritairement, je pense, rejette le phénomène migratoire tel qu'il nous est vendu aujourd'hui. Un petit mot sur la Baïa, enfin là c'est un peu sujet. C'est un non-sujet, c'est très clair, c'est de toute façon... C'est inapplicable sur un plan juridique. Alors, deux choses. Un, il y a un recours dans le Conseil d'État. Donc on va voir si le Conseil d'État valide ou non l'interdiction. Ce que vont clairement plaider, c'est une association qui a fait un recours là-dessus, ce que va clairement plaider l'association qui veut faire tomber, je crois que c'est une circulaire du ministre de l'Éducation nationale, c'est de plaider le caractère culturel. Parce qu'en réalité, la Baïa, on l'interdit parce que c'est une manière de contourner l'interdiction du voile. Et la loi sur le voile, elle proscrit les signes religieux. Là, ce qu'ils vont avancer, c'est le caractère culturel. Je ne suis pas devin, mais à mon avis...
ce n'est pas dit que le Conseil d'État valide sa circulaire. Premier point. Deuxième point, si cette circulaire est validée par le Conseil d'État, mais on va contourner le problème. C'est évident. Il y aura un nouveau vêtement demain. D'ailleurs, il y a déjà des nouveaux vêtements. Il y a des TikTokers qui en parlent. En réalité, le seul sujet, il y a deux sujets. Un, immédiatement, c'est la question de l'uniforme. Et deuxièmement, ça c'est plus important encore, c'est pourquoi est-ce qu'on parle du débat de l'abaya en 2023 aujourd'hui ? On n'en parlait pas en 1905. 1905, la laïcité, c'est pas le sujet. C'est parce qu'encore une fois, on en revient toujours au même sujet. C'est le nombre, la démographie. La démographie a fait changer la France. Nous sommes en train de basculer progressivement dans une nouvelle culture. Si vous voulez, on est en train de mettre des rustines sur une fuite géante. On est en train de vider le Titanic avec la petite cuillère. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut colmater la brèche et sortir l'eau. Voilà, c'est comme ça qu'on Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent justement, qui expliquent que la situation est d'abord liée à la ségrégation des banlieues ? Il y en a qui osent dire ça quand même. Mais la ségrégation, encore une fois, définissons les termes. Ségrégation, c'est une action d'État, d'accord ? C'est une action qui consiste à séparer les populations. Expliquez-moi, à quel moment dans les années 60, 70, 80 et jusqu'à aujourd'hui, et même encore aujourd'hui, l'État dit à tout nouvel arrivant « tu vas vivre ici ». Tu vas te mettre là. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ces gens sont venus dans les années 60-70, les premiers, puisqu'on parle, quand on dit l'immigration, nommons-la, l'immigration arabo-musulmane, d'accord, d'Afrique et du Moyen-Orient. Ces gens, et surtout d'Afrique, sont venus parce qu'ils voulaient trouver un travail pour des raisons économiques. Et un certain grand patronat, allez voir les vidéos de Martin Bouygues, je vous parlais des libéraux tout à l'heure, était très heureux de les avoir pour avoir une main-d'œuvre à bas coût, pour jouer la concurrence. Eh bien, ces gens sont venus, ont travaillé et sont restés. Voilà. Mais ce n'est pas l'État qui leur a dit vous vous mettez dans ces endroits-là, qui accessoirement au départ n'étaient pas les taudis. Les taudis, c'est devenu aujourd'hui. Habiter à Nanterre. C'était des bidonvilles. Avant. Nanterre, non, à Nanterre, c'était pas du tout un bidonville. Non, mais il y a un siècle. On les a restaurés, on les a absolument restaurés. Mais Nanterre, dans les années 50-60, c'est très bien d'habiter à Nanterre. Non, mais je parle avant-guerre. Oui, bien sûr. En plus, avant, c'était des bidonvilles. Bien sûr. Donc, ils en ont fait des beaux HLM pour le coup. Bien sûr. Éric Zemmour avait parlé de remigration, vous en pensez quoi ? Je pense que politiquement, c'est inapplicable. Je pense que de toute façon, encore une fois, c'est les mots. Je crois que c'est Nietzsche qui disait encore un siècle de journalisme et les mots pueront. Là, c'est en une semaine, le journalisme fait tout de suite puer le mot. Donc on arrive, c'est comme pour grand remplacement. On arrive, on dit c'est une théorie néo-nazie, enfin n'importe quoi. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, sur le discours politique, le mot est absolument inapplicable. Et quand on entend remigration, on pense à quoi ? On pense à 62, d'accord ? Ça fait peur à tout le monde, dans l'autre sens du terme, évidemment. Donc je pense que c'est inapplicable. En tout cas, sur le plan des discours politiques, c'est inapplicable. Ensuite, je m'empresse de préciser qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire ici, il va falloir les renvoyer. Voilà, vous voyez la distinction ? On parlait beaucoup aussi de la représentation des minorités. Est-ce que c'est un problème spécifiquement français ? Parce qu'on en parle beaucoup aussi aux États-Unis. C'est l'Europe ? Non, les États-Unis, c'est autre chose, mais ne prenons pas le modèle des États-Unis. Les Américains, comme les Anglo-Saxons, enfin surtout les Anglais et les Américains, c'est un modèle multiculturel, d'accord ? C'est un modèle justement de la société. Chacun vit dans son coin, chacun vit dans sa communauté. Nous, notre logiciel est tout à fait différent. Les Américains, écoutez, ils tiennent parce que c'est pas un pays, l'Amérique. C'est une société civile avec des sociétés militaires et des sociétés industrielles. Le jour où ce n'est plus la première puissance mondiale, mais la troisième, quatrième puissance, où il y a une crise économique, ce pays explose. D'accord ? Ce pays explose, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Elle ne tient que par sa supériorité et son hégémonie mondiale qui aujourd'hui est remise en cause. Ils ont tous un drapeau du pays sur leur portique. Mais parce que c'est la première puissance mondiale. Demain, quand ils ne seront plus la puissance mondiale, est-ce que la Californie restera indépendante du reste des États-Unis ? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Je ne suis pas devin, encore une fois, voilà. Mais l'Europe, de manière générale, l'Europe occidentale, France, Allemagne, bien évidemment c'est un drame pour l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni et la Suède, enfin, voilà, plein d'autres pays sont confrontés à ce phénomène. Les seuls qui s'en sortent, c'est les pays d'Europe de l'Est. Allez, avant de clore ce débat et de passer à l'interview confession, eh bien, comme d'habitude, la création d'Ignace pour cette émission, ce donc, premier débat. Donc, Pierre Gentillet, vent debout contre l'insécurité, la meilleure attaque, c'est la défense. Joli, on peut l'applaudir. Greg Tavillian, guerre contre l'insécurité avec ma matraque et mon casque de Gaulois réfractaire. Joli. Stella Kamgaï, sa flamboyante chevelure. Avec ça, je ne risque pas de porter l'abaya. Joli. Tiens, Stella. Nouveau commandement, si tu veux vivre à mon regard, tes yeux baisseront. Je te laisse la responsabilité de ce dessin. Attention, école inflammable, joli.
Port du couteau à l'école, c'est culturel, pas religieux. Oh, pas mal. Oh là, celle-là, elle va faire agir, je pense. Trafic de drogue à cause du laxisme du gouvernement, point d'interrogation. Il ne faut pas regarder la paille dans la narine du voisin. Et enfin, elle est pour moi celle-là, Éric Morillo, c'est la rentrée, j'ai pris un max de fournitures. C'est Greg qui va être content, on peut l'applaudir. Merci beaucoup Ignace. Merci pour ce premier débat, on enchaîne tout de suite, on est un peu à la bourre avec l'interview confession. Alors, mon cher Pierre, pour avoir été de l'autre côté, donc tu sais de quoi il s'agit. Une interview confession, c'est ça. Mais voilà, on va essayer, on va voir. Tu réponds rapidement à ces quelques questions qui te sont posées. Ok. Première. Quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie ? Oula, c'est compliqué. Il n'y a qu'une seule réponse, bien évidemment. Si possible, ouais. C'est compliqué. Non. Non, je serais quand même tenté d'en dire deux rapidement quand même. Je suis un conformiste, mais Bête, homme et Dieu de Ferdinand Anselmowski pour le côté voyageur et Les Réprouvés de Ernst von Salomon pour le côté soldat. Eh ben écoute, on peut l'applaudir, hein, c'est pointu. Hein. Allez, seconde question. Quel est l'adversaire que vous respectez le plus ? Sans conteste, François Mitterrand. Ah oui, incontestablement. Pourquoi Parce que c'est un personnage de roman, parce que c'était le dernier vrai président, et il a compris qu'il l'était aussi. C'est quelqu'un je pense qu'il n'y a aucun politique, hormis peut-être Sarkozy, et pourtant je n'aime pas Sarkozy, où le mot volonté compte autant, et qui avait une finesse littéraire, je suis en train d'encenser Mitterrand, bien évidemment c'est un des fossoyeurs de la situation dans laquelle nous sommes, mais là il faut choisir un ennemi qu'on respecte. Oui, bien évidemment, qu'on respecte, et je peux dire quelque part qu'on admire, oui. J'ai travaillé, pour l'anecdote, avec mon premier stage. Non, mais j'ai travaillé mon tout premier stage en tant qu'avocat, j'étais pas avocat, mais en tant qu'étudiant en droit. Je l'ai fait auprès, alors je peux pas dire qui, mais auprès d'un très proche de François Mitterrand. Et il m'a raconté... Non, pas Cashman, et je ne vous réponds plus après. D'accord. Voilà. Bon, il m'en a un peu parlé. Voilà. Troisième question. Qui tenez-vous comme votre plus grand modèle ? Tu sais que tu as grillé tous tes jokers, là. Maintenant, à chaque fois que je te pose une question, il n'y aura plus de jokers possible. Hein. Pourquoi ? Pour ne pas avoir répondu. Il y a possibilité d'un joker ? Non, justement. Mais justement, je veux dire, ici, on dit tout, normalement. Ah donc bon ? tu dis, voilà, t'as pas voulu nous dire pour quelle association t'avais plaidé. Non, mais ça, c'est non, mais on est entre nous, là. Personne ne nous regarde. Bien sûr. C'est ce que je me disais aussi. Moi aussi, avant de venir. Quel est mon héros, c'est ça ? Oui. Ton modèle. Mon modèle. À part moi. Ah, oui. Un modèle. J'ai pas de modèle. Je vais peut-être décevoir. Un héros, peut-être si. Je pensais qu'il allait me dire Vergès, comme la plupart des gens. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, là-dessus, j'ai pas vraiment de modèle en tant qu'avocat. Il n'y en a pas un, ça c'est curieux. Il n'y en a pas qui t'a donné à la vocation. Non, pas du tout. Vraiment, pour le coup, moi, c'est plus des juristes, vous voyez. C'est idiot, mais c'est des juristes, c'est des professeurs de droit. Alors, pas qui m'ont donné envie d'étudier le droit, mais qui suscitent chez moi mon respect. Vous voyez, ça dira pas grand-chose, mais le doyen Oriou, Maurice Oriou, qui est un des plus grands juristes français, lui m'inspire beaucoup. Fonsavini aussi, un juriste allemand. Voilà. Ensuite, si je dois citer un héros, on va dire, sans doute la personne qui me touche le plus, que j'essaierai de tendre, de ressembler, mais je n'y ressemblerai jamais, mais en tout cas c'est inspirant, c'est Jean Valjean. D'accord. Dans Les Misérables. Voilà, je pense que c'est vraiment le plus beau. Moi, juriste. Non mais voilà, on est ailleurs, mais c'est le plus beau. En fait, c'est le plus beau personnage que j'ai jamais vu, à égalité peut-être avec Javert, parce que Javert c'est absolument sublime. Je parle notamment du suicide de Javert. Et alors là, pour le coup, c'est un homme de loi, un homme de droit, mais qui il doit arrêter Jean Valjean. Merci pour cette réponse. Voilà, bon, désolé. Je termine, j'ai peut-être trop fait, mais effectivement, ce personnage est sublime, parce qu'il est touché par Dieu, parce qu'il est touché par la grâce, et voilà, d'ailleurs, il ne survit pas. Bon. Question suivante. Quelle affaire ne défendriez-vous pas ? Alors ça, je pense que cette question elle était spécialement pour moi. Là. Voilà. Je pense que cette question-là, elle n'a jamais été posée. Quelle affaire je ne défendrais pas ? Alors effectivement, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, si. Loup Bayard vient de voir, là, comme ça, j'ai pas d'avocat. Ah, une affaire connue ou une affaire qui peut se poser ? Un viol d'enfant.
Viol d'enfant, non, jamais. D'accord. À défendre l'auteur. Oui. Voilà. Oui, de l'autre côté, oui, bah non. Merci pour cette précision. Non, terroriste, Je sais pas, il y en a qui auraient pu trouver que c'était même défendre la victime, Ah. c'était dur, quoi. Enfin, Non, viol pas forcément d'enfant, envie de faire ça, tu vois. viol d'enfant, c'est vraiment... Alors, c'était pas la seule, mais vraiment, ce qui me révulserait le plus, c'est vraiment ça. Allez, dernière question. Quel est l'événement qui a changé le cours de votre vie? Alors, je suis jeune, donc j'ai pas encore fini. Et le cours de ma vie n'a peut-être pas été encore complètement bouleversé. Encore une fois, je suis peut-être pas bon. Bistrot Liberté. Oui, évidemment, Bistrot Liberté. Évidemment, c'est Bistrot Liberté. Oui, on va faire une belle réponse, on va dire ça. Mais j'ai pas de... Sinon, non. Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant. Mais il va venir. Peut-être qu'il va venir. Ah, écoute, on te le souhaite en tout Merci. cas. Allez, on passe au dernier débat de cette émission consacrée, bien sûr, à la guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine. Bientôt la fin. Quel bilan tiré d'un été agité? S'achemine-t-on vers la fin du conflit? Poutine est-il encore crédible aujourd'hui? Voilà, donc on peut applaudir encore Pierre Gentillet, qui est notre invité de cette première émission, de cette nouvelle saison de Bistrot Liberté. Donc merci encore d'avoir accepté cette fois d'être dans le rôle de l'invité principal. Alors, donc deuxième débat, donc intitulé Guerre en Ukraine, bientôt la fin, point d'interrogation. Alors bien sûr, on va en parler, c'est le sujet évidemment majeur de ces dernières semaines. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tout d'abord, Pierre Gentillet, j'aimerais que tu nous précises, puisque on l'a vu, on se tutoie, on se connaît. Oui, on peut le dire. Tu es membre du dialogue franco-russe. Tout à fait. Tu peux nous expliquer de quoi il s'agit et surtout, est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts dans ton analyse de la situation? C'est important, ça. C'est très important. Alors, qu'est-ce que c'est le dialogue franco-russe? Ça va éviter des gens en commentaire de le dire si on le dit pas. Alors, bien sûr. D'ailleurs, il y a déjà eu une émission, je me souviens, où tu as été pris à partie, où j'ai été pris, où on a mentionné ça, mais mais d'abord, c'est quoi le dialogue franco-russe? Très bien, mais je signale juste accessoirement que sur d'autres chaînes, par exemple au hasard LCI, au hasard. À mon avis, on ne mentionne pas tous les vrais liens d'intérêt. Je vais expliquer tout de suite ce que c'est des liens d'intérêt. Alors, le dialogue franco-russe. Le dialogue franco-russe est une association de droit français qui a été créée en 2005 ou 2004, si ma bonne, 2004, par le président Poutine et le président Chirac de l'époque. L'objectif, c'était de maintenir au sein de la société civile une structure qui encourage la coopération entre les deux pays, que sont la France et la Russie, basée sur une conviction géopolitique commune, c'est qu'ils avaient tous les deux, ces deux pays, pour des raisons différentes, besoin l'un de l'autre et qu'il fallait maintenir de bonnes relations. Voilà. Ça, c'est l'association. Cette association qui est présidée par Thierry Mariani et par un Russe, parce que la coprésidence, elle est toujours à la fois avec un président et avec un Français et avec un Russe. Moi, je suis dans l'administration. On est je crois qu'on est une 15 ou 16 administrateurs au total. C'est une association. Et en tant qu'association, et tout le monde peut les voir, c'est public, tant au niveau des comptes qui ne sont pas exceptionnels, qu'au niveau des statuts. Et c'est ce qui fait le lien d'intérêt, il n'y a pas de rémunération. Donc vous voyez, normalement, cette question, tu me la poses, vous me la posez, mais en fait, en réalité, on parle d'un sujet, c'est une adhésion politique, ça. Vous voyez, c'est comme si tu me disais que j'ai été membre, je ne sais pas moi, de telle ou telle association politique. En fait, c'est un lien politique, parce que moi, ma conviction vis-à-vis du rapprochement avec la Russie, que je maintiens aujourd'hui, même si on est dans une position compliquée, et on y reviendra après, c'est que c'est une conviction politique. Moi, je ne touche pas de rémunération pour ce que je fais, zéro, rien. Je vais aux instances quand il y en a, c'est-à-dire peut-être une fois par an, et puis j'apporte mon concours, et voilà, quoi, c'est tout. Je veux dire, c'est de l'engagement bénévole. Parce que, pourquoi ? Pour des convictions politiques que j'ai défendues et que je continue à défendre au regard aujourd'hui de l'actualité, évidemment, de l'invasion de la Russie en Ukraine, évidemment, on va en reparler. Mais voilà, ce n'est pas à proprement parler un lien d'intérêt. Un lien d'intérêt, c'est si j'étais employé par une société, et pas par une association, ou que je touchais de l'argent de cette association. Ce qui, je le dis, tout ça est public et transparent, n'est pas le cas. Voyez ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pose plus cette question vis-à-vis de gens comme moi,
Et je ne suis pas le miroir, et je ne suis pas le miroir de mes adversaires. Pourquoi ? Parce que de toute façon, on voit qu'aujourd'hui, de manière générale, l'espace médiatico-politique, pour une partie par conviction atlantiste et l'autre par trouille, disons-le clairement, a pris position clairement de manière de plus en plus fanatique pour une accélération du conflit et des livraisons d'armes toujours croissantes et toujours croissantes en quantité et en intensité à l'Ukraine. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait un peu cet effet pression. Moi, ça ne me touche pas. De toute façon, ma position est une position qui n'est pas une position à court terme, sur 6 mois, sur 1 an. C'est une position sur 10, sur 20, sur 30, sur 40 ans. Encore, ma conviction est toujours la même. C'est que la France, aujourd'hui, pour son indépendance, elle n'est pas menacée par la Russie. Je ne dis pas que l'Ukraine n'est pas menacée par la Russie, bien évidemment. Je ne dis même pas que la Pologne n'est pas menacée par la Russie. Attention, il y a Mike qui est là. Toute l'histoire de la Pologne est là pour en prouver. C'est pour ça que je comprends un peu les traumatismes de passé de certains pays d'Europe de l'Est qui sont fait rouler dessus plusieurs fois par les armées soviétiques et les armées tsaristes. Donc, ça, je comprends. Mais du point de vue français, mon avis politique, je le redis, il faut que ces gens qui voient des intérêts partout, parce qu'en fait, peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup de convictions aussi, comprennent qu'il y a des gens qui ont des convictions et qui ont des idées politiques. Moi, mon idée politique fondamentale, c'est que la France, mais après on va venir au contexte, a un intérêt géopolitique, stratégique, certain, pour devenir plus indépendante qu'elle ne l'est du bloc otanien, c'est-à-dire des Américains, d'accord ? Je veux dire, à l'affaire Alstom, c'est pas les Russes qui nous ont sabordés. Ce qui s'est passé en Australie et ce qui s'est passé avec les Mistral, c'est pas les Russes qui nous ont sabordés, d'accord ? Alors les Russes, aujourd'hui, ils jouent contre nous, effectivement, en Afrique avec Wagner. C'est très très juste. Bon, on va juste répondre accessoirement que, les Russes n'ont pas forcément envie de nous faire de cadeaux, dans la mesure où nous ne leur faisons pas de cadeaux. Mais bon, si les Russes nous attaquent, nous devons répliquer, et si les Russes vont contre nos intérêts au Mali, eh bien nous devons absolument répliquer contre eux. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que, à mon avis, il n'y a pas que les Russes qui jouent contre nous. Les Américains jouent aussi contre nous. Les Anglais jouent aussi contre nous. Les Allemands jouent aussi parfois contre nous. D'accord ? Donc, la question, c'est quelles sont les grandes tendances géopolitiques profondes ? La grande tendance géopolitique profonde que je vois, c'est que pour nous sortir de l'influence américaine, de l'influence otanesque, pour éviter de couler, parce que je pense que ce bloc est en train de couler véritablement, parce que c'est l'émergence des briques qui arrive aujourd'hui, c'est l'émergence de géants comme l'Inde, comme la Chine. La France a une position qui était la position du général de Gaulle, qui est une position de non-aligné, qui est une position de tiers arbitre, de tiers neutre. Et cette carte à jouer, elle ne peut la jouer qu'en étant indépendante. Et je pense que c'est pour ça qu'on se rapprocherait de la Russie, non pas pour l'objectif, pardon, c'est un peu long, excusez-moi. L'objectif, c'est pas d'entrer dans la CEI, c'est pas d'être un État soviétique français. L'objectif, c'est de retrouver une position d'équilibre et donc s'appuyer sur la Russie pour se défaire de cette influence américaine. Ensuite, il y a le contexte. On va en parler sur l'Ukraine. C'est une agression inqualifiable, injustifiable, tout à fait illégale, tout ce que vous voulez. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Je suis d'accord. La Russie a envahi l'Ukraine. Actuellement, pourquoi elle a envahi l'Ukraine ? Je ne justifie rien, mais interrogeons un petit peu sur les causes. Il y a eu les accords de Minsk, il y a eu 2-3 choses, on en reparlera. Il faut tout poser sur la table. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième, pardon, je l'ai déjà dit, c'est il y a des convictions politiques. Moi, j'ai des convictions politiques. Elles n'ont pas changé. D'accord ? Elles n'ont pas changé. Parce que la dynamique géopolitique, c'est une dynamique de long terme et qui va continuer à paix. Et je vais vous dire une chose. Dans 5 ans, quand ce conflit sera terminé, si la Russie l'a emporté, dans tous les cas, on est perdant avec cette histoire. Parce que ceux qui ont pensé, vraiment... mettre l'économie russe à genoux... Non, mais alors, ceux qui ont pensé mettre l'économie russe à genoux, c'est perdu. Mais ceux qui ont fait un pari, en se disant, de toute façon, la Russie va s'écrouler, à mon avis, ils ont tort. Et la Russie s'en souviendra. Et nous ne pourrons plus nous appuyer. Quel est le grand pays sur lequel on peut s'appuyer pour tirer notre indépendance ? Il n'y en a pas 15 000. Vous savez, les Polonais, ils ont fait pareil. Les Polonais, quand ils voulaient se retirer de l'indépendance de la tutelle soviétique, ils sont appuyés sur les Américains. Ça n'a pas toujours été gagné d'ailleurs, mais ils ont essayé, ils sont appuyés sur les Américains, et après ils étaient sous le parapluie. Tu valides, Mike ? Donc c'est une vieille histoire que de s'appuyer sur un pays majeur extérieur pour tirer son indépendance. Oui, parce que voilà. La France... La République française de Mitterrand et les Allemands ont aussi tourné le dos. Voilà, les Polonais n'ont pas confiance dans l'Europe de l'Ouest parce qu'ils pensent que dès qu'ils seront envahis, comme en 1939, lorsque les Allemands ont envahi la Pologne, et les Soviétiques, c'est vrai qu'il y a eu 2 fronts. C'est très bien de le dire. Ça, donc la France de l'époque, certes, a déclaré la guerre à l'Allemagne, mais est restée en France.
France, elle n'a pas envahi l'Allemagne. Donc pour eux, les Français ne sont pas fiables. Voilà, c'est pas un partenaire fiable. Et c'est malheureux. Moi, ça me rend vraiment triste. Moi, j'étais en Pologne dernièrement, j'étais en août, et ça me rend triste qu'en Pologne, alors qu'il y a une grande histoire, il y a Chopin, il y a Marie Curie, il y a Henri III de Valois qui était roi de Pologne, il y a Napoléon. Surtout Napoléon, Enfin, je sais pas, il y a une histoire immense entre les deux pays, et personne ne parle français. Il y a De Gaulle et le miracle de la Vistule. Oui, 1920. et personne ne parle français en Pologne. Oui. Voilà. Ils parlent tous anglais, allemand, voilà. Mais pourtant très francophile, disons-le. Quand même très francophile. Non, ça c'est fini, c'est peut-être les générations d'avant. Ah bon? En tout cas, les jeunes, c'est terminé. Ah bon, et moi, ça me fait de la peine parce que du coup, c'est les Allemands qui font leur marché et aussi, pour le coup, les Américains. La France, c'est terminé. Pologne. Moi, je Même en France, on parle plus Même en français. France, donc, les jeunes, la France, c'est terminé. Alors, dans un autre pays. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que quand j'étais en Pologne, parce qu'on me dit souvent sur YouTube, ouais, enfoiré de Polonais, machin, vous voulez toujours la guerre et tout. En Pologne, on n'a quasiment pas parlé de ce qui se passe en Ukraine. Et j'ai regardé toutes les chaînes, regardé à fond et tout. Il y a déjà pas d'LCI en Pologne, l'équivalent d'LCI. Ah, il n'y a pas d'Alapoïdie. Mais ça Non, mérite non, un applaudissement, non, ça, c'est il n'y a bien, pas. bravo. Là-bas, il y a surtout des films et des comédies et des pop, des soap opéras, machin, des trucs comme ça. Et les infos, on ne parle pas de canicule, de sécheresse, de crise, de je sais pas quoi. Il n'y a pas tout ça en Pologne et il n'y a pas l'Ukraine. Les Ukrainiens, bon, alors on les entend parce qu'il y a quand même beaucoup d'Ukrainiens en Pologne. Et malheureusement, ça écorche mes oreilles parce que bon, c'est pas une langue très jolie. Mais voilà, mais ils sont Uber, ils font le ménage ou ils sont à la caisse de supermarché. C'est tout ce qu'il y a avec l'Ukraine. Voilà. Donc ceux qui pensent que les Polonais ils sont là comme des fous, l'épée entre les dents, là, qui vont aller faire la guerre à la Russie pour je sais pas quoi, pour les Ukrainiens, on se trompe. Donc on est trompé. On se trompe. Oui, on est trompé. Sinon, on allait faire la guerre pour le Maroc. Mais, clairement. Parce que, en fait, les médias français veulent faire croire que à l'Est, là, ils sont là à fond et ils amènent vers la guerre. C'est faux. Voilà, c'est faux. Peut-être une petite, enfin, à mon avis, à mon humble avis, une petite nuance, c'est que, effectivement, je pense que les Polonais ne sont pas prêts à mourir pour l'Ukraine, hein, très clairement. D'ailleurs, il n'y a pas que des histoires d'amitié entre la Pologne et l'Ukraine. La Seconde Guerre mondiale est d'ailleurs là pour le prouver. Mais pour autant, au Parlement européen, ceux qui sont les plus acharnés contre la Russie, encore une fois, je peux le comprendre, on peut le dire. C'est politique. Ah oui, c'est les élites politiques, les élites politiques baltes, polonaises, c'est quand même ces pays-là. J'allais dire, c'est vos représentants, ce sont les représentants de la Pologne et des États baltes. Donc, moi, je pense que on a des intérêts qui peuvent être convergents. Par exemple, à un moment pour contenter la puissance allemande. D'autant que la Pologne, aujourd'hui, c'est plus la Pologne de 1939, hein, bien évidemment. Mais pour autant, je maintiens que ce discours belliciste, en réalité, dessert nos intérêts en Ukraine, sur le conflit, et peut à terme, et d'ailleurs c'est pas à terme, c'est en train de générer un engrenage guerrier duquel nous allons avoir énormément de difficultés à nous en sortir. Au départ, on parlait juste de livrer, vous savez, des armes défensives. Concept, d'ailleurs, j'ai jamais compris. Hein. Moi, une arme, c'est fait pour tirer. Hein. Être tué par une arme défensive ou une arme offensive, le résultat est le même. Hein. Voilà, bon. Donc, au départ, c'était des armes défensives. Après, c'était des armes lourdes. Après, c'était, vous savez, les Charles Leclerc. Incroyable. On aurait pu sortir le porte-avions Charles de Gaulle. Et puis, après, on parle d'avions. Et puis, là, on parle de missiles. Enfin, oui, voilà, on parle. Pardon, je voulais dire, on a livré. Vous voyez l'engrenage ? Donc, comment est-ce qu'on revient sur tout ça ? Parce que la guerre, on est d'accord, c'est pas l'état normal du. Ça devient notre guerre aussi, alors. Malheureusement, oui, ça devient notre guerre. Et c'est une guerre sur laquelle, absolument, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas prononcé vraiment. Alors, on a beau dire, oui, il y a unanimisme des partis politiques, je veux bien, mais vous savez, j'ai pas l'impression que l'opinion politique française soit aussi va en guerre. L'État français a énormément perdu en pouvoir international, en visibilité internationale. Et donc, du coup, la voix de la France, aujourd'hui, ça pèse rien du tout, quoi. Voilà. C'est-à-dire que sous Chirac, et même sous Sarkozy, rappelez-vous, avec la Géorgie, ça se serait arrêté, ce serait fini. Voilà, on n'en parlerait plus. Oui. Mais aujourd'hui, on a Macron. C'est la seule chose bien qu'il a fait de son quinquennat. Macron, c'est un mot qu'ils ont inventé. Voilà, totalement. Bon. Alors, moi, j'aimerais avant qu'on fasse un petit peu un bilan. Quel bilan vous faites tous, enfin évidemment Pierre en premier, des événements de cet été d'abord? Est-ce qu'il y a un événement, évidemment je pense à... Il devait y avoir un événement. Une contre-offensive. Il devait y avoir une contre-offensive
incroyable en Ukraine. Il semble que l'armée ukrainienne ait réalisé certaines percées quand même ces derniers jours. Oui, pas sur combien de kilomètres d'une reconquête. Oui, si j'écoute LCI, tous les jours, demain la victoire, quoi. Mais en attendant, normalement, les Ukrainiens devraient avoir gagné depuis un an. Elle s'éternise, quoi, cette confrontation. De l'autre côté, on l'a dit aussi. Elle s'éternise parce que la guerre s'enlise en réalité. Alors, encore une fois, moi je suis pas un spécialiste militaire, j'observe, mais je remarque quand même qu'on nous annonce des victoires, et de victoire en victoire, on avance 200 mètres, de 200 mètres, d'un kilomètre. Bon, j'ai pas l'impression. Voilà, exactement. J'ai pas l'impression que ce soit une avancée fulgurante. On n'est pas en train de sacrifier le peuple ukrainien en menant cette guerre jusqu'au bout, quoi. Je pense surtout qu'on le sacrifie pour des intérêts qui ne sont pas les intérêts du peuple ukrainien, qui ne sont pas les intérêts des Européens et pas les intérêts de la France. Voilà, c'est ça le fond de l'histoire. Le fond de l'histoire, c'est qu'il y a une guerre géopolitique qui remonte à l'après 91, qu'il fallait détruire complètement ce bloc à l'Est, d'accord, sous l'égide de la Russie, et qu'il a fallu continuer encore dans les années 2000 avec les fameuses révolutions, la révolution orange, et puis après ce qui s'est passé avec le Maïdan, etc., etc. Donc on a une action de déstabilisation. Cette action de déstabilisation, oui, à un moment, la Russie, elle a décidé d'intervenir de la pire manière qui soit. Je dis, il n'y a aucune ambiguïté. La guerre ne devait pas être une option. Elle l'a faite. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça veut dire que autant envoyer l'arme atomique tout de suite sur Poutine? C'est-à-dire, à ce moment-là, faisons-le, quoi. Ou déclarons la guerre, quoi. Mais alors, faisons-le vraiment, quoi. Est-ce qu'on veut aller jusque-là? Moi, vous savez, je me suis un jour disputé, je me souviens, sur un plateau de télévision, avec un monsieur géopolitologue de profession, c'est-à-dire rien. Je ne sais même plus quel est son nom. Il n'est pas urologue en même temps. Non, c'était pas lui. Ah d'accord. C'était pas lui. Et qui avait... C'est vrai que parfois... Et qui avait je pense, la soixantaine, et qui est en train de nous expliquer qu'il fallait toujours aller de plus en plus dans cette guerre. Et je ne sais plus, je crois que je lui ai dit en on ou en off, je lui ai dit mais qui va y aller, en fait? Parce qu'en fait, celui qui va y aller, en fait, s'il y a une mobilisation sur le drapeau, c'est... Ah, c'était pas BHL? C'est pas vous. Non, c'était pas lui. C'est pas vous, c'est moi, en fait. Les mobilisés, c'est pas vous. Alors c'est facile d'être en guerre accessoirement, parce que c'est beaucoup des cheveux gris qu'on voit sur une certaine chaîne que je ne voudrais pas encore reciter. Donc tous ces gens qui sont les en guerre, moi j'aimerais bien que demain, s'il y a une guerre qui est provoquée, ou qu'une guerre arrive, qu'ils aient leur part de responsabilité, que ce soit les premiers appelés au drapeau. Là, s'ils signent ça, moi je suis prêt à ne plus du tout les critiquer. Mike, tu peux pas répondre là? De faire la guerre? Mais de toute façon, il y aura pas la guerre. Il n'y aura pas la Troisième Guerre mondiale. Vous savez, le régime français actuel vit par la crise. C'est-à-dire qu'il se maintient par la crise. C'est-à-dire il y a la crise climatique, la sécheresse, l'énergie, les émeutes, le chômage, tout ce qu'on veut, l'insécurité. Et là, l'Ukraine. Et ils vivent par ça pour que les gens ils soient là enfermés chez eux, regarder la télé, se dire « Oh là là, mais comment on va être mangé ?» Mais il n'y aura pas la guerre. De toute façon, on ne sera pas mobilisé parce que si demain il y a la guerre, la Russie, ils ont 6000 têtes nucléaires. Donc voilà, donc c'est pas compliqué. Il n'y aura pas la guerre, ils nous balanceront peut-être 50 têtes nucléaires rien que sur l'Europe et on sera tous au paradis. Voilà, c'est tout. Donc il n'y aura pas la guerre. En même temps, on a dit ça pour l'Ukraine, aussi. Il y a je crois qu'il y a un mythe qui continue à être entretenu, notamment avec ces histoires de contre-offensive, et qui me paraît, je suis désolé, peut-être que ça me donnera raison, mais délirant. L'Ukraine seule, quand je dis seul, c'est seul engagé en matière de soldats, même avec l'appui de matériel étranger, ne peut pas gagner une guerre face à la Russie. C'est pas possible. Bémol, elle a montré quand même s'il y a eu des livraisons d'armes, elle a montré... Bémol, comme quoi je... Ils vont marcher sur Moscou, les mecs. Non, bien évidemment, mais reconnaissons une chose. Encore une fois, là, je me livre à un travail d'analyse. Il est factuel que, même s'il y a des armes qu'on a livrées, évidemment, c'est pas les Français qui ont tenu les armes, d'accord? Ce sont les Ukrainiens. Oui. Donc les Ukrainiens, en tout cas, ce qu'on a dit, c'est des Russes. Bon, d'accord, effectivement, il y a des liens avec la Russie, il y a une grande partie du pays, quand même, une partie importante du pays qui est russophone. Détermination militaire incroyable de l'Ukraine. Ils ont montré une résistance qui mérite effectivement de là à traverser la Russie et aller prendre le pays. Je pense que c'est pas l'objectif. Je pense qu'ils veulent pas aller à Moscou. Je pense qu'ils veulent reprendre les Crimes. Ah il y en a un qui a voulu aller à Moscou. J'aimerais que vous me parliez de lui, Prigojine, des événements autour. C'est un malheureux accident. Mal fermer la portière. Vous savez, il y a un bon sketch des Inconnus là-dessus, tout le monde peut aller consulter, sur les actualités à Marseille. C'est un peu ça. Je l'ai vu, On pourrait peut-être le passer en post-prod. Qui est tombé malencontreusement. Il est tombé malencontreusement dans un pot de béton, je sais plus trop quoi.
Voilà. Mon préféré, c'est quand même quand à la fin il dit on a ouvert la voiture du préfet, il n'y avait aucune drogue, on l'a immédiatement mis en garde à vue, c'est inadmissible. Bon, je referme la parenthèse. Mais les inconnus, c'est incroyable. Bon, on revient au sérieux. Donc Prigojine. Je pense que moi, je sais pas. Est-ce que vous pensez que Poutine est à l'origine de Mais encore une fois, c'est génial. Il y a des gens qui savent tout dans ce pays. C'est-à-dire que il y a des gens qui savent le résultat des élections à l'avance, qui savent que les élections sont forcément truquées nécessairement en Russie, qu'il y a 100% de fraude. Bon, voilà. C'est un peu plus hasard est un petit peu surprenant. Bien sûr. Hein. Ah, mais évidemment. Mais si vous voulez me dire, il y a de fortes chances de penser que Vladimir Poutine ait fait tuer celui qu'il a défié et qu'il a humilié pendant près d'une semaine, et même plus encore, parce qu'avant, il râlait par vidéo interposée. Si vous voulez me dire qu'il y a de fortes chances pour que le pouvoir russe l'ait liquidé, oui, un accident d'avion qui tombe comme par hasard un mois après, il y a des fortes chances. Mais vous savez, les premiers qui nous disent ça sont les premiers à dire attention, on ne sait pas, respecter, on n'a pas de preuves, etc. Donc moi je dis, il y a sans doute de fortes chances, mais j'en sais rien, ni vous ni moi. Ah oui, c'est très drôle. C'est vrai que Xavier Moreau, qui nous dit, que j'ai eu dernièrement en interview, qui me dit... Que nous recevrons d'ailleurs dans l'année Ah bah très bien, pour le coup, bonne nouvelle. Qui m'a dit... Il suppute que ce soit des services secrets étrangers. Vous pensez que les Américains ou les services occidentaux peuvent avoir lui, il le pense, un rôle dans cette affaire? Parce qu'il dit qu'en réalité, Poutine n'a aucun intérêt de voir Prigojine mourir. Parce que déjà, Wagner étant bien implanté en Afrique, il faut rechanger la tête de Wagner, remettre quelqu'un qui soit en confiance avec les présidents africains, etc. Et que ça prend énormément de temps. Et donc, ils n'ont pas ces intérêts, quoi, on va dire. Ouais, il est Gémeaux là-dessus, quand même. Je sais pas, mais bon, qu'est-ce que ça dit? C'est un spécialiste, donc je prends sa thèse, quoi. Oui, mais... Oui, c'est un spécialiste. Non, toi, tu l'es. C'est pas plus pour le que. coup. Mais non, c'est ça. Non, mais c'est rigolo, c'est de voir tous nos amis fact-checkers qui relaient ça comme une information factuelle, que c'est Poutine qui l'a buté, alors qu'ils en savent pas plus que les autres. Ah, mais les fact-checkers, en général, ils sont bien informés. Hein. Ouais, on sait pas ce qui s'est passé. C'est comme le petit gamin qui a été enlevé par un oiseau, là, peut-être que c'est par un aigle, oui. Oui, un aigle. C'était ouais. BFM qui avait relayé, non? Oui, je crois, oui. Ouais. On sait pas comment ce truc va finir. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté d'utiliser ce conflit un peu en matière de... Je ne crois pas qu'il y ait une volonté des pays occidentaux d'aller jusqu'au bout de la guerre totale. Mais pour l'instant, il y a quand même du business. Il y a une volonté... Les F-16 à l'Ukraine, c'est du business. Hein. Oui, sans doute. C'est du business. C'est parce que Lockheed va les remplacer par des F-35 et qu'ils vont en revendre aux États-Unis. Ils n'avaient pas besoin de F-16. Quand même, je pense qu'il y a quand même une volonté. Je pense qu'il y a... Alors, je ne sais pas pour la France, etc. Mais parce que je pense que la France est plus embarquée dans le conflit qu'autre chose. Oui, mais c'est Macron, pas eux qui quoi décident. qu'on en dise, a essayé quelques semaines avant la négociation. Oui, mais il a un mec au téléphone et 2 minutes après, il a le mec en face, il dit l'inverse. Qu'aurait fait la France de De Gaulle, par exemple. La France, très simple. Enfin, honnêtement, je pense que la position de la France, telle que je l'aurais aimée, c'est c'est une violation du droit international. Je sais, je suis juriste, le droit international, ça n'existe pas. Mais si on s'envahit tous à la fin, on ne va pas s'en sortir. Donc, c'est une violation en tant que telle, nous la condamnons. Accessoirement, je le dis, les Américains, l'Irak, etc. Et puis l'Azerbaïdjan aujourd'hui, là, je fais une aparté, pardon, j'en fais plein, mais il n'y a aucun problème à décréter des sanctions contre la Russie, sur le gaz, sur le pétrole. Par contre, on va signer la même année un contrat avec l'Azerbaïdjan qui vient d'envahir et qui attaque, qui bombarde le peuple arménien à côté et qui viole du coup sa souveraineté. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc c'est là où je dis à mes amis qui sont du même camp, je leur dis, vous savez, parce qu'ils me disent, oui, il faut respecter les grands principes. Je dis, mais vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul sur votre petit cabri, parce qu'en attendant, les autres s'en foutent. Donc on voit bien qu'il y a des logiques géopolitiques un peu plus profondes. Bon, donc mais malgré tout, effectivement, condamnation, c'est-à-dire c'est une violation du droit. La Russie ne devait pas faire ça. Ça perturbe l'équilibre européen et d'ailleurs ça renforce l'OTAN plus qu'autre chose. Regardez ce qui s'est passé avec la Finlande qui rejoint l'OTAN et la Suède, je crois qu'il y a une procédure d'adhésion. Enfin voilà, tout ça se met en bloc. Mais deuxièmement, pour autant, une fois qu'on a décrété ça, on ne doit pas entrer dans l'engrenage de la guerre. Donc, à mon avis, la position de la France, c'était justement d'être le seul acteur en Europe à rester la voie de discussion avec Vladimir Poutine et avec les Ukrainiens pour essayer de trouver une solution, parce que je pense que la solution, elle sera pas... Enfin, il y a la solution militaire qui emportera une solution diplomatique, mais c'est in fine une solution diplomatique sur laquelle il faudra aboutir. Donc la position de la France, à mon avis, ça n'aurait pas dû être de livrer des armes. Qu'on livre
je le précise, qu'on livre des vivres, quelques équipements, enfin, des moyens humanitaires, mais enfin, bien évidemment, c'est le peuple agressé. Là, in fine, bien évidemment. Mais si on livre des armes, nous entrons dans un engrenage. Je le redis, je pose toujours la question, je n'ai pas eu de réponse. Qu'est-ce qui va se passer demain si un missile ou un avion français, piloté par des Ukrainiens, frappe une grande ville russe ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on veut aller jusque-là ? Donc non, je suis désolé, je le pense et je le penserai toujours. Nous n'avons pas à livrer de telles armes à la Russie. Nous pouvons faire effectivement quelques livraisons du matériel ou de manière humanitaire, si j'ose dire, mais nous n'avons pas à entrer dans cet engrenage. Quel avenir vous voyez à cette guerre Je voulais prendre la parole sur autre chose pour quand même déplorer la lâcheté historique des dirigeants français, parce qu'il faut absolument faire la différence entre le peuple français et ses dirigeants qui, visiblement, historiquement parlant, ont à chaque fois trahi les peuples et les pays voisins et amis. Pour le coup, Mike, je serais d'accord avec toi, il a cité l'histoire de la Pologne. Là, en l'occurrence, on parle de l'Arménie, mais à un moment donné, si vous retracez l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu un conflit qui a engagé la France, où il fallait effectivement que les dirigeants français de l'époque prennent une décision ferme, c'est-à-dire, pardonnez-moi l'expression, qui portent leurs couilles, ils ne l'ont pas fait. Ils ont à chaque fois attendu que le conflit devienne catastrophique pour ensuite essayer de trouver les moyens pour colmater les brèches. Donc il faut absolument, mine de rien, rappeler au peuple qui vote que, attention, à chaque fois vous votez des personnes qui finissent non seulement par trahir les programmes pour lesquels vous les votez, mais à trahir également votre identité, qui vous êtes. Parce que si les gens détestent les Français aujourd'hui sur la scène internationale, ce n'est pas les Français en tant que le peuple, c'est les Français en tant que les dirigeants qui les représentent et qui signent des accords avec des autres pays qui finalement ne vont pas, qui ne servent ni les intérêts de la France finalement, ni les intérêts des pays qui sont soi-disant amis. Sauf qu'entre-temps, il y a eu l'américanisation de la société, particulièrement dans les années 90, qui a fait que du coup, on a complètement changé de paradigme et aujourd'hui, les jeunes Français se sentent beaucoup plus américains, si je puis dire, que leur région française. Encore une fois, la classe étatique. C'est-à-dire que les Français, je pense qu'il y a beaucoup de Français, moi en tout cas dans les environnements dans lesquels j'ai voulu, oui, c'est le lexique cartésien, méchant Poutine. La société française avait été quand même culturellement influencée par les États-Unis, sans pourtant qu'il y ait eu une adhésion à la politique américaine. Je pense que l'américanisation, si je puis me permettre, je pense que ce discours, il est très juste, mais je pense qu'on peut le faire un petit peu évoluer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une américanisation des années que vous avez d'été, années 80-90. Vous allez me dire que dans les années 70, il y a déjà une forme d'américanisation. Bon, mais elle est absolument. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans leur culture, c'est pour ça que je pense que ce terme, peut-être pardonnez-moi, mais je pense qu'on peut peut-être essayer de le dépasser. Je pense qu'il n'y a pas seulement une américanisation, mais en tout cas, cette américanisation a fait le lit du multiculturalisme, et aujourd'hui, c'est davantage, je le dis, l'africanisation de nos modes de vie. D'accord ? On parlait tout à l'heure du port de je ne sais plus quelle habit, l'Abaya. C'est pas l'américanisation qui nous l'apporte. C'est une africanisation, mais qui n'était possible que par un modèle culturel qui est compatible, peut-être, si vous voulez, mais qui n'était possible, ce modèle-là, en tout cas cette arrivée progressive de l'africanisation que tout le monde constate, ou alors à ce moment-là on n'a pas les mêmes yeux, n'était possible que, par le renoncement de notre modèle, de notre identité, de ce que nous sommes, et deuxièmement, par effectivement, comme vous l'avez très justement dit, l'américanisation, parce que qu'est-ce que c'est l'américanisation ? C'est le multiculturel, c'est la communautarisation, c'est quand tu arrives là, c'est pas fais comme les autres, c'est fais comme tu veux dans ton coin. Sauf que chacun dans ton coin, avec la loi du nombre. Voilà. C'est le capitalisme. Le libéralisme, tout à fait. Oui. Libéralisme. Mais surtout, mais il y a aussi un drame français, c'est-à-dire qu'on perd aussi notre voix en Afrique. Quand on voit les panafricanistes, qui aujourd'hui, c'est eux aujourd'hui les porte-parole des jeunes Africains, Kémy Seba, Nathalie Yamb, Dr Niamsi, c'est eux aujourd'hui. Et ceux-là, derrière eux, ils ont des jeunes qui ne peuvent plus voir la France. C'est-à-dire, ils ne peuvent plus les blairer. C'est-à-dire que nous, la France, on est là-bas, on n'est plus rien. Et on perdra tout ça vis-à-vis des Chinois, vis-à-vis des Russes. Des Turcs. Voilà. Donc c'est un drame. Non mais ça montre aussi l'affaiblissement français dans le monde. Parce qu'on est là à se dire oui, on est encore un phare. On n'est plus du tout ce que l'on pense être. En tout cas aux yeux du reste du monde. Moi, j'aimerais revenir un instant sur ce qui s'est passé donc
évidemment avec cette rébellion de Prigojine, et puis cet accident. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, finalement, cette rébellion a permis à Vladimir Poutine de s'affirmer plus que jamais comme le chef incontestable de la Russie? Toi qui connais bien... C'est intéressant parce que... c'est vrai qu'on a entendu à un moment, vous savez, une petite musique dans les chaînes qui nous disait que Vladimir Poutine, un coup d'État est imminent, on l'attend toujours. Vladimir Poutine va mourir. Alors ça, je l'ai entendu. Ouais, et ça c'est un agent, c'est un ex-agent, un ex-agent, semble-t-il, du KGB, FSB, qui a balancé ça et qui a dit, il me semble que c'est lui, en tout cas d'autres l'ont dit, qu'il était gravement malade, etc. Finalement, on a vu que c'est... Alors là, actuellement, les fake news, là, elles sont pas... Curieusement, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas de débunker, il n'y a pas de fact-checker. Non, là, ce n'est pas des fake news, c'est des informations non vérifiées. Voilà, ce n'est pas pareil. C'est vrai, exactement. Mais le danger de ce genre de truc-là, c'est qu'on va tout interdire. C'est vraiment le scandale Mazarine-Pinjot, on parlait de Mitterrand tout à l'heure, il ne serait jamais sorti s'il y avait des fake news. Je refais la parenthèse. Mais pour autant, affermir son pouvoir. Encore une fois, moi, je n'ai pas la prétention de connaître le mieux ici le système russe, mais de ce que j'en comprends, même sur un plan institutionnel, parce que c'est quand même un régime présidentiel, je pense que Vladimir Poutine n'est pas au sommet d'une hiérarchie. Je pense qu'il est au milieu d'une table et il est l'arbitre entre différentes tendances. Voilà. Et d'ailleurs, toute sa construction dans les années 2000, c'est d'arbitrer les différentes tendances, de se débarrasser à un moment, c'est vrai, d'une tendance qui est trop gênante. Je pense par exemple effectivement aux oligarques comme Khodorkovsky, etc. On se souvient de cette scène sur Aliste aussi, d'ailleurs, avec le stylo. Où il avait mis au pas, c'était incroyable. Bien sûr, donc je pense que c'est plus comme ça, et je pense qu'en réalité, vous savez, il y a des gens en Russie, il y a une partie de la sphère politique, alors je ne sais plus quel parti, je crois que c'est un faux nom, un libéral-démocrate, c'est l'ancien parti de Zhirinovsky, mais il n'est plus de ce monde, et qui eux, veulent aller beaucoup plus loin. Eux, ils veulent envahir toute l'Ukraine, et ils veulent même menacer la Pologne. Donc là, il y a de quoi s'inquiéter. Ils ne sont pas au pouvoir. Mais Poutine, à mon avis, là-dessus, est un arbitre. Mais ce n'est pas un arbitre qui est contesté. Il y a les élections, mais je sais, on conteste, tout est truqué. Il y a sans doute des fraudes, mais je veux dire, là où il y a 100% de fraude, effectivement, la présidentielle, je n'y crois pas un seul instant. Je pense que Poutine, aujourd'hui, n'est pas le dictateur tout-puissant qu'on veut dépeindre. Je pense qu'il est l'arbitre ultime et indispensable. Et en fait, c'est ça ce qui fait sa particularité. Et c'est ce qui fait qu'il reste. En plus du fait que je pense qu'il sent bien, il comprend bien les aspirations de son peuple et la position qui doit être celle de son peuple et qu'il a quand même restaurée en 23 ans. Maintenant, on va voir, après cette guerre, pour l'instant, tout le monde est jet propre, il est marginalisé en Europe, parce que l'Inde, la Chine, on attend toujours les sanctions. Ça fait quand même 2 milliards de personnes, ce que j'ai dit là, un tiers de l'humanité. On peut rajouter les BRICS. Je pense qu'à mon avis, on est quand même une minorité à le sanctionner. Donc, je pense qu'il pourrait peut-être se réveiller un instant. À mon avis, dans 5 ans, on se réveillera avec la gueule de bois de cette histoire. Ils sont même en train de préparer une alternative au dollar, donc bien sûr, c'est très très important ce qui est en train de se passer du côté des BRICS. Ça va totalement changer la face du monde. C'est ce qui fait que je disais tout à l'heure que nous sommes dans un bloc qui fond. Mais bien sûr, parce que nous sommes... Historique. En fait, il y a une partie, et en particulier dans le camp national, des gens qui veulent à tout prix nous mettre dans ce qu'ils appellent en gros le bloc occidental. Je n'ai jamais très bien compris ce concept, mais admettons. Ça marchait au moment où il y avait l'Union soviétique. Mais nous sommes dans un bloc, réveillez-vous, qui est en train de fondre. C'est plus un bloc, c'est un bloc où l'hégémonie, non seulement est contestée, oui voilà, c'est ça, et qui va progressivement, moi je le pense, qui va progressivement disparaître sous l'émergence des BRICS, des géants comme la Chine. Regardez ce qui se passe en Chine, quoi, je veux dire, regardez les écoles chinoises, ça c'est vraiment le truc qui me marque le plus, c'est le niveau des écoliers chinois. On parle beaucoup du niveau des écoliers coréens, mais le niveau des écoliers chinois, c'est spectaculaire. Je lisais un article là-dessus, ils sont à des années-lumière de nous. Sur les questions de genre, ils sont pas au point. Oui, non, là, pour le coup, ils sont pas tout à fait au diapason. Mais on va prendre une claque monumentale dans 10 ans, si on pense que l'Europe est le phare du monde. L'Europe n'est pas le phare du monde. J'aimerais qu'elle le soit. Hein. Je suis européen, europhile, bien évidemment, naturellement. Mais regardez la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on va gagner avec cette histoire? Se mettre à la remorque d'un bloc qui est en train de fondre. Et nous n'allons pas récupérer notre réponse. Voilà ce que je crois fondamentalement. Et puis, on ne parle pas non plus des États-Unis, au vu des élections américaines qui se profilent l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que Biden peut encore soutenir l'Ukraine, d'ailleurs? Est-ce que l'opinion américaine... je pense que l'affaire va surtout être judiciaire. Alors, j'ai des amis qui connaissent très très bien ces sujets-là. Ils me disent que s'il y a un procès, s'il y a un verdict au procès pour Donald Trump, je parle sous leur contrôle. A priori, il y a peu de cas pour que ça arrive avant la présidentielle.
Donc si c'est après la présidentielle, il est président, donc il a l'immunité présidentielle. Bon. Si c'est Trump-Biden aujourd'hui, en l'état des sondages, et surtout... Trump avait dit qu'il pouvait arrêter cette guerre en 24 heures, tu le crois enfin, En 24 heures, je sais pas, mais je pense que c'est possible. Je veux dire, on peut dire tout ce qu'on veut sur Donald Trump. Sur le plan de la politique étrangère, quand il était... Il n'y a pas eu un seul conflit. Mais il n'y a pas eu un seul conflit, il a réglé des conflits. Il a dit Daesh, je vais m'en occuper. C'est pas compliqué, il arrive. Curieusement, parce que accessoirement, il y avait quelques petits mouvements islamistes qui étaient financés, concurrents à Daesh. Mais la verrue islamiste terroriste au Moyen-Orient et en Syrie, et en Irak, il n'y a plus d'État islamique, d'accord. Aujourd'hui, l'État syrien de Bachar al-Assad contrôle la grande majorité du pays, hormis le nord qui est contrôlé par la Turquie. Il s'est réconcilié avec il a fait la paix avec la Corée du Nord, un truc impensable, absolument impensable. Il a retiré des forces américaines en Europe. Donc, pour moi, tout ça allait plutôt dans le bon sens. Il a adopté un discours plutôt anti-chinois, qui, moi, je pense, n'est pas complètement infondé. Alors là, ça nous amènerait dans autre chose. Enfin, sur le plan de la géopolitique, je pense qu'on a plus intérêt à avoir Donald Trump président, je ne parle pas pour la politique intérieure, je ne connais pas assez, mais que d'avoir Joe Biden, c'est certain. Non, en règle générale, la France, si tu regardes l'histoire des relations franco-allemandes, franco-états-uniennes, on s'est fait entuber par les démocrates à chaque fois. Oui, beaucoup plus que par les républicains. Beaucoup plus va-t-en-guerre que à chaque fois que les démocrates sont au pouvoir, ils nous ont baisés. Oui, c'est vrai. À chaque fois. C'est vrai que si on regarde l'histoire des guerres, même la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, c'était Roosevelt, c'était un démocrate. Bon, c'est très bien, il est venu, il faut le préciser tout de suite. Mais après, quand on regarde quand on regarde les grands présidents, cela étant, attention, parce que Bush était quand même, je crois, un républicain. Mais il s'est fait élire, c'est vrai, il me semble, c'est un de mes amis qui me le rappelait, sur un programme qui est un peu l'inverse de ce qu'il a fait, sur un programme désinterventionniste. Il avait un problème de c'est fini, les États-Unis retournent chez eux, et puis... En fait, le problème, c'est l'arrivée des faucons, des néoconservateurs dans le parti républicain. Aujourd'hui, Trump, alors là, pour le coup, c'est un ménage spectaculaire, ce qu'il a fait du parti républicain. C'est-à-dire que les néoconservateurs, ils sont comme peau de chagrin aujourd'hui. Est-ce que, pour faire le lien avec un petit peu le sujet du début de notre émission, on parlait liberté d'expression, est-ce que sur ce sujet de la guerre en Ukraine, est-ce que les positions ont évolué? Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir un avis un peu plus nuancé qu'avant et ne pas être immédiatement taxé de poutinolâtre, comme je pense que tu as peut-être eu Oui, sans doute. Enfin, victime, je m'en fous, mais en l'occurrence, je pense que les derniers événements autour du livre de Nicolas Sarkozy. Ah oui, il a évolué. Nicolas Sarkozy a sorti. Il n'a pas totalement évolué. Sur le RN, il a évolué pas mal. Ah oui, sur le RN, d'accord. Sarkozy, mais je pense en tout cas sur ce qu'il dit vis-à-vis de la Russie, et pourtant, je le dis, Sarkozy, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais en l'occurrence, ce qu'il a fait il a fait quelque chose de positif sous son quinquennat. Par exemple, on citait l'exemple de la Géorgie, c'est lui qui a arrêté la guerre et qui a évité que ça s'envenime. En même temps, c'est lui qui a précipité les événements en Libye, donc ce n'est pas hyper positif. Mais là, ce qu'il dit sur la Russie, je trouve que c'est assez juste. Ce qui est extraordinaire, ce qu'il dit simplement, c'est qu'à un moment, il va falloir faire avec la Russie. Que l'histoire est un peu plus complexe. Est-ce que finalement, l'issue de ce conflit, ce ne serait pas justement de geler le conflit, de reconnaître les conquêtes russes? Je pense que c'est pas à nous de nous prononcer là-dessus. Je pense que c'est aux dirigeants. Enfin, je pense qu'à mon avis, il y aura une bataille qui n'a pas encore eu lieu. Et c'est cette bataille qui décidera du moment où soit les Ukrainiens, soit les Russes disent stop, on s'arrête. Là. Par exemple, je vais être très concret. Si demain, les Russes prennent la rive droite du Dniepr, comme c'est leur objectif avec les 4 oblasts, pas tout le nord, mais on va dire le sud-est, je pense que là, ils proposeront aux Ukrainiens, et peut-être aux Américains, si Trump est élu président, ça aussi, ça changera la donne, en disant, écoutez, maintenant, soit on s'arrête là, soit c'est Kiev. Voilà. Et à l'inverse, les Russes aussi, s'ils perdent des territoires et qu'ils sont acculés au niveau de la Crimée, là, les Ukrainiens leur diront, on récupère tout, on vous laisse éventuellement la Crimée. Bon, je suis en train de me mettre à la place d'un diplomate, ce que je trouve pas faire, ce qui est ridicule, mais je pense que la solution, elle sera nécessairement diplomatique. Elle ne peut pas en être autrement. Sinon, ça va dégénérer. La diplomatie reposera sur l'état militaire des conquêtes des forces en présence. Absolument. Absolument. Qui a quoi ou alors sur l'élection présidentielle. Les deux. Américaine. C'est peut-être aussi pour ça que les Russes se disent qu'ils peuvent jouer le temps long, quoi. Mais voilà, pour revenir vraiment pour terminer sur Sarkozy. Sarkozy s'est fait, donc j'ai rappelé cette position. Mais c'est extraordinaire ce qui s'est pris dans la figure, cet homme. C'est-à-dire qu'il donne une opinion
Alors le lendemain, je crois que c'était encore sur une radio du service public, France Inter, pardon, je l'ai dit trop tard, je voulais pas le dire, Lionel Jospin, c'est pourquoi la même chose. Lionel Jospin a attaqué son prédécesseur, mais il peut l'attaquer. Mais ce qu'il dit, c'est il suit pas. C'est choquant de ne pas suivre la position de dirigeants de son pays. Attendez, alors c'est quoi le propre d'une démocratie? On va recommencer au niveau des bases et du fondement. La base de la démocratie, c'est qu'il y a des opinions qui peuvent être divergentes. En plus, Sarkozy, c'est pas le plus grand critique de Macron. Donc, s'il espère une critique, c'est pas pour renverser le président Macron. D'accord ? Donc, il émet une critique. J'ai vu aussi d'autres spécialistes, un de ses anciens, d'ailleurs, responsable quand il était au ministère de l'Intérieur, qui est venu pour lui taper dessus. Je crois que c'était sur LCI. Bon, mais en disant, on ne doit pas dire ce genre de choses, pardon. On peut dire, je ne suis pas d'accord avec vous, vous avez tort, parce qu'encore une fois, c'est une affaire de conviction politique. Alors je sais, il y a quelques dingos d'Europe de l'Est qui pensent qu'absolument tout le monde est payé, bon, c'est comme d'habitude, hein. Mais il y a des convictions politiques, je pense que là-dessus, les convictions de Sarkozy sont valables, mais je pense qu'on peut le considérer comme étant une conviction politique. On n'a pas à dire, c'est forcément, il est acheté, c'est forcément les intérêts de la Russie, et c'est quelqu'un qui est déloyal parce qu'il va contre les intérêts de son pays. Non! Les intérêts de son pays, c'est ce que la politique en décide. Et donc, c'est une affaire d'avis politique. Il a un avis politique différent du vôtre. Mettez-vous ça dans le crâne. Voilà. C'est ça, la politique. C'est discuter de nos désaccords et éviter de se jeter ce genre d'invective en disant vous allez contre l'intérêt de l'État, contre les intérêts de la France. Mais non, c'est pas ça. Vous avez pas déjà ça, la commencé à invoquer la notion de cohérence nationale à l'époque du Covid. Il fallait tous être derrière le président. Si tu n'étais pas d'accord, tu affaiblissais la nation. Avec un élément oppressif supplémentaire, c'est que non seulement ça venait de l'État, mais ça venait aussi de l'espace médiatique. L'espace médiatique était... 2021, c'était sans doute la pire année parce qu'il y avait les passes. Enfin, passe sanitaire et après passe vaccinal, je crois que c'était janvier 2022, c'était le moment vraiment où l'oppression était maximale. Parce que c'est là où on voit l'importance des fameux 4 pouvoirs, et que le pouvoir médiatique en est un vrai. C'est-à-dire que quand vous avez l'État, plus votre télé et votre radio qui vous dit si vous ne vous vaccinez pas, vous êtes un monstre, vous êtes un tueur, vous êtes un assassin, et si vous portez bien le masque à l'air libre, alors que toutes les études ont montré que voilà, il n'y a pas beaucoup de risque de transmettre le virus à l'air libre. Si vous faites ça, vous êtes un mauvais citoyen. Là, l'oppression, elle est maximale. Bon, heureusement, l'espace médiatique, il est pas aussi unanime que ça, finalement, sur l'Ukraine. Je pense, malgré tout, qu'il y a des endroits où c'est quand même on entend des voix divergentes. Regardez, Sarkozy a pu s'exprimer. Évidemment, il se fait taper dessus. Le système est clairement médiatique, clairement plus pro-ukrainien. Mais il reste encore un peu de liberté d'expression. Mais il faut relégitimiser le pouvoir, le régime, parce qu'il n'est plus légitime, il a été élu par un minimum de gens, et donc ça permet de faire rester les gens chez eux, il n'y a pas de manif, il n'y a rien, et donc voilà, tout le monde est content parce qu'il faut être derrière le bon président qui est un chef de guerre. Voilà, c'est tout, hein. C'est essentiellement une bataille de communication qu'on est en train de vivre actuellement. Qui lui a sans doute profité pendant l'élection présidentielle, d'ailleurs. Le bloc bourgeois a fait front. Mais Macron a gagné sans avoir fait campagne, alors c'est quand même inédit dans l'histoire. Vous considérez que Emmanuel Macron est un chef de guerre ? Non, mais dans la Constitution, il est le chef de guerre. Il est le chef des armées. Il est le chef des armées. Il est le chef des armées, constitutionnellement. Il est ni boxeur, ni footballeur, ni sous-marinier, ni plombier, il a fait tous les cosplays, ni chef de guerre, ni président. Si, parfois, quand il va voir nos sous-marins, il met un beau anorak, quand même. Et puis sur le gros bouton rouge, ça fait plaisir. On va arriver au terme de ce débat. Romain, on t'a pas entendu sur Je suis intervenu quand même, j'ai posé des questions à l'invité, ce que ferait la France, etc. Non, c'était passionnant, c'est toujours un plaisir d'avoir l'avis de Pierre, parce que c'est vrai qu'il est tout le temps, il était au cœur de ces sujets-là, au dialogue franco-russe, donc moi j'aime beaucoup écouter les analyses, quand j'ai pas forcément de choses à apporter, je les apporte pas. Merci. Stella, on va arriver au terme de cette émission. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose ? Non, l'émission est complète et parfaite. C'est bien, je peux fermer. C'est la première fois qu'on terminera une émission à l'heure où on avance, mais peut-être je peux dire un mot. Bien entendu, bien sûr, c'est toi qui auras le mot de la fin de toutes les façons. Bon, alors non, peut-être que tu avais une autre question, mais je pense que... Il y aura les caricatures d'Ignace. Voilà. Mais je pense que vraiment les gens ne se rendent pas compte à quel point ce sujet est important en Europe, parce que c'est la première fois, on ne mesure pas à quel point c'est la première fois en Europe que nous avons une guerre de cette intensité. En réalité, la dernière fois, c'était la Seconde Guerre mondiale. La dernière fois qu'on a eu un tel théâtre d'opération... Le risque de la Troisième Guerre mondiale, parce que tout à l'heure, Mike nous affirme... Tu lis dans les boules de cristal. Beaucoup de gens... Non mais attends, s'il te plaît. Florian Philippot, ici même, il y a quelques mois, disait que le risque était là, quand même. Donc, attends. Je vais te donner un argument.
Vous vous rappelez, il y a eu, je crois, il y a 7-8 mois, un missile, on ne sait pas si c'était ukrainien ou russe, qui est tombé sur une ferme en Pologne. Bon, il y a eu, je crois, un infirmier, malheureusement, qui en est décédé. Évidemment, tout Twitter s'est enflammé, Troisième Guerre mondiale, machin, blablabla. Ah, les Polonais, ils sont comme des dingues et tout. Bon, j'ai regardé la télé, là-bas, de Pologne, et je vois le président de la République, M. Duda, il dit... Bon, bah écoutez, on ne sait pas ce que c'est, on va voir, on va faire une enquête. Il était penaud, hein, il n'a pas dit, oh là là, on va y aller, hein, c'est bon, on sort les chars. Et au final, il ne s'est rien passé. Pourtant, ce missile-là est tombé sur le sol polonais et a tué. C'était un missile, il me semble qu'on a vu après que c'était peut-être un missile ukrainien, je ne sais pas, mais en tout cas, sur le moment, on ne savait pas. Et il ne s'est rien passé, parce qu'il ne se passera rien. Là, c'est comme toujours une communication qui est vendue au public occidentaux pour que les gens aient peur. Et ça va continuer à durer, selon toi, des mois, voire peut-être plus. Alors, encore une fois, pas de prédiction, parce que moi, j'ai un ami qui avait dit que ça devait durer quelques mois et que la Russie devait gagner, et en fait, pas du tout. LCI, non non, pas sur LCI, non, pas du tout. Et puis lui, il était plutôt pensant que la Russie allait gagner. Mais non, ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas jouer au devin sur cette question. Par contre, il y a une grande échéance, effectivement. Ce que je vous ai dit, la solution, je pense qu'elle sera diplomatique, c'est l'élection américaine. Et je pense que une des stratégies... 2024, hein. Oui, mais ça fait combien de temps qu'elle dure, cette guerre? Ça fait depuis février 2022. Donc ça fait 1 an et demi. Bah, il y a 1 an et demi à tenir. Donc il y a encore un an et demi à tenir. Donc je pense que si... Les Russes peuvent se dire aussi que si demain Donald Trump est élu, étant donné son discours qui ne va pas changer à 180 degrés, il va y avoir plus de difficultés à obtenir une aide américaine. Je rappelle que 2 tiers de l'aide militaire vient des États-Unis. 1 tiers, c'est l'Europe. Qu'est-ce qui va se passer si demain Trump dit bah, écoutez, soit vous faites la paix, soit il n'y a plus d'armes. Et même peut-être pire encore, après, je ne donne pas des armes à la Russie, c'est un peu gros, mais je fais pression. Les Américains, c'est quand même un pays qui peuvent aussi nous imposer leur vue. On l'a observé à plusieurs reprises. Donc je pense que s'il y a une date importante, c'est celle-ci. Peut-être que la guerre se terminera demain, après-demain, et qu'il y a déjà des discussions. Je pense que la situation sera diplomatique, et ça, c'est une échéance importante. Allez, on va clore cette émission. Le mot de la fin pour chacun de vous. D'abord, Mike. Je voudrais dire aux gens qu'ils arrêtent de croire les médias subventionnés, qu'ils viennent plutôt sur TVL, qu'ils cherchent l'information par eux-mêmes aussi. Parce qu'on veut les mentir, on veut les manipuler. Voilà. Et quand on est manipulé, ben justement, on fait des conneries. Greg ? Espérons qu'ils le fassent. Ils ne l'ont pas fait pour le Covid, ils ne l'ont pas fait pour la Russie. On verra pourquoi s'ils le feront la prochaine fois, mais je commence à avoir un doute. Stella. Il vient de dire ce que je voulais dire. Oh, facile. Romain ? Bah oui, nonobstant effectivement TVL, je pense que les gens ils ont besoin aussi de parfois couper un peu les médias, de respirer et justement d'aller prendre le bon air pour prendre du recul sur toute cette actualité qui est parfois manipulée et qui peut justement susciter des actions épidermiques. Donc justement, prendre du recul parfois ça peut faire du bien. Allez, les dernières caricatures d'Ignace, donc avant de... Vraiment rendre l'antenne, comme on dit. Mobilisation des Français sur le front russe. Je suis le seul. Et on voit évidemment Napoléon. Pierre Gentillet, très attaché à l'amitié franco-russe. Et c'est pas du flan. Et enfin, oh là là, celle-là, elle est bien. Je vous ai gardé la meilleure pour la fin. Propagande de guerre américaine, buvez Coca-Cola, mangez McDo et bouffez du russe. Et on voit Biden. Voilà, on peut applaudir Ignace. Voilà. Donc c'était... C'est vrai. On dirait Jean-Marc Ayrault. Donc c'était l'anniversaire. Écoute, Pierre, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. J'espère que tu as passé un aussi bon moment de ce côté-là de l'émission que lorsque tu étais sociétaire. Ouais. C'est une autre perspective. En tout cas, on te suit maintenant de loin et on est tous très fiers parce qu'évidemment, il y en a quand même pas mal comme ça qui sont passés par TVL. Puis il y en a même d'autres, je le disais, qui reviennent à TVL. Qui n'y étaient pas, mais qui passent de ces médias mainstream à TVL. Et vraiment, on vous remercie tous. C'est un plaisir. Et puis d'y rester fidèle, voilà. Merci vraiment à toute l'équipe. Et je ne l'ai pas dit au début, mais c'est vrai qu'on a parlé de médias mainstream que j'ai fait après, mais je pense que j'aurais pas eu... en tout cas, je ne me serais pas senti autant à l'aise si je n'avais pas eu ces chroniqueurs qui ne sont plus là, mais qui étaient à vos places il y a 7 ans et que j'ai bien connus. Non, mais ils ne sont plus là. Je l'ai dit, bon d'accord. Mais je pense que j'aurais pas eu l'aisance si ces gens n'étaient pas là. Et s'il n'y avait pas eu la bienveillance de Martial, de Philippe... Et ben voilà, on va les remercier un par un. Donc on peut remercier évidemment... Martial Bild qui est en coulisses, Philippe Millot, le président de TVL,
Arnaud Soyer, le producteur de cette émission, et puis évidemment tous ceux qu'on ne voit pas. Alors Raphaël, le réalisateur, je peux l'applaudir, et c'est pas facile évidemment. Pierre au son, au cadre, très important derrière les caméras. Alors Mathilde, Marine, Albéric, et je crois avoir vu Maxime qui est aussi pas loin. Merci donc Ignace aux caricatures, et sans oublier bien sûr Charles Mathieu qui nous a servi. J'ai rêvé. Attends, Charles Mathieu, non, il n'y a pas eu de vin. Il n'y a pas eu. Je n'ai jamais, en 7 ans, ton sur Sarkozy, ce plateau, bu de vin. D'accord. J'avais un point commun avec Sarko. Non, mais moi, c'est uniquement sur le plateau. Mais, voilà. Après, on va poursuivre en coulisses. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dans 15 jours donc pour la suite, un nouveau numéro de Bistro Liberté. Et on poursuit bien sûr tout au long de cette saison. Merci Romain. Bye bye.